avec nous. La France revient. Battons-nous pour que vive l'Europe et que vive la France. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2, c'est le grand débat, c'est l'événement de cette campagne des Européennes. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Caroline Roux. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Caroline Roux, bonsoir Monsieur le Premier ministre et bonsoir à nos compatriotes qui nous regardent ce soir. Ce soir, ce sont deux ambitions, deux visions de l'Europe qui vont s'affronter et une question. Faut-il plus ou moins d'Europe pour faire face aux attentes des Français, pour faire face aux grands enjeux du monde? Ce débat va durer 1h15. Le tirage au sort a désigné Jordan Bardella pour débuter cette émission. Toute première question pour vous, donc Jordan Bardella, pourquoi voulez-vous ce soir vous confronter au Premier ministre Gabriel Attal? Parce qu'on vit un moment important dans le pays, mais aussi partout en Europe. Et cette élection européenne du 9 juin 2024, elle est cruciale pour l'avenir du pays, pour l'avenir des Français. Et je pense que ce débat doit permettre d'éclairer les uns les autres d'abord sur les deux projets que nous portons, sur les deux visions qui se confrontent dans ces élections européennes. Et puis parce que je pense que au fond, l'un des grands défis de notre génération, Monsieur Attal, c'est de réconcilier les Français avec la politique. Et je souhaite par conséquent que ce débat ce soir soit un débat de haute tenue, respectueux des convictions des uns et des autres, où chacun dira sa vérité. Je pense qu'au-delà de ça, ce sont non pas seulement deux visions, mais un projet et un bilan qui vont se faire face. Ce bilan, c'est celui de Monsieur Attal, de Monsieur Macron, de l'Europe de Macron, qui depuis maintenant 7 ans rogne le pouvoir d'achat des Français avec l'augmentation des prix de l'énergie, impose la submersion migratoire, une vision punitive de l'écologie et la concurrence déloyale. Et face à cela, moi je porte l'ambition de bâtir l'Europe du XXIe siècle. Je la veux sur des réalités concrètes, les peuples, les nations, leur identité, leur souveraineté. Je veux une Europe qui assume le patriotisme économique, qui nous protège face aux désordres migratoires, mais aussi face aux grands troubles de notre époque. Voilà l'état d'esprit qui est le mien ce soir à 17 jours des élections européennes. Même question pour vous, Gabriel Attal. Vous n'êtes pas tête de liste. Vous représentez Valérie Ayé pour la liste Renaissance. Pourquoi avez-vous accepté de débattre face à Jordan Bardella? D'abord, merci pour l'organisation de ce débat. Merci aux Français qui vont le suivre. Pour ma part, j'essaierai aussi de faire en sorte que ce débat soit d'abord respectueux et qu'il soit utile aux Français. Et surtout qu'on parle d'Europe. Pourquoi j'ai accepté ce débat? Parce que on aura le 9 juin probablement les élections européennes les plus importantes de notre histoire. Parce qu'on le voit, le monde est à un moment de bascule comme il y en a rarement connu. Avec le retour de la guerre en Europe, avec le dérèglement climatique dont on voit les effets chaque jour, avec l'intelligence artificielle qui, quoi qu'on le veuille ou non, va révolutionner nos manières de vivre et nos emplois, avec la réaffirmation des puissances américaines et chinoises, on voit quels sont les risques. Et on voit, oui, quelles sont les angoisses, les inquiétudes de beaucoup de nos concitoyens sur leur pouvoir d'achat, sur leur sécurité, sur le monde dans lequel ils vivent et sur leur environnement. Et au fond, le choix qui devra être fait le 9 juin prochain, c'est de savoir si face à tous ces défis, face aux difficultés, aux angoisses qui traversent les Français, est-ce qu'on sera plus fort en étant plus unis avec les autres pays européens ou est-ce qu'on sera plus fort en étant isolé, en se repliant sur nous? C'est ça le vrai choix de cette élection. Jordan Bardella porte une vision qui est celle du repli sur soi et de la fin de l'Union européenne, parce que c'est ça, à la fin, l'application du programme du Rassemblement national. Moi, avec Valérie Ayé, je porte une autre vision. Je suis convaincu que c'est l'Union qui fait la force et que c'est avec les autres pays européens qu'on sera capable de relever tous ces défis. Alors justement, on va commencer à parler des questions économiques. Dans la promesse européenne, je pense que vous serez d'accord avec ça tous les deux, il y a la prospérité, l'idée que c'est d'abord l'Europe d'un grand marché. Les Européens, quand ils se comparent aux Chinois, vous en parliez à l'instant, ou aux Américains, s'appauvrissent. Jordan Bardella, est-ce que l'Europe est en train de s'éloigner de cette promesse de prospérité ? Écoutez, l'Europe, et peut-être on va s'accorder sur ce point, est aujourd'hui l'homme malade des économies développées. Il y a quelques années, au début des années 1980, c'est pas si loin, nous avions le même niveau de richesse que nos partenaires américains. Aujourd'hui, quelques années plus tard, la France accuse en fin d'année 2023 une croissance à zéro. Les États-Unis sont en pleine croissance. Et nous avons aujourd'hui le PIB par habitant de l'État américain le plus pauvre, c'est-à-dire le Mississippi.
Nous connaissons et nous vivons aujourd'hui un décrochage économique majeur qui, me semble-t-il, nous fait risquer aujourd'hui un risque d'effacement de la France sur la scène européenne, mais aussi sur la scène internationale. Et si nous en sommes aujourd'hui dans cette situation, Monsieur Attal, c'est parce que l'Union européenne que vous avez co-construit, je ne suis pas contre l'Europe. Je suis contre le fonctionnement actuel de l'Union européenne et je souhaite en changer les règles. Pourquoi ? Parce que je crois que l'Union européenne a été construite sur des dogmes, la concurrence libre et non faussée, le libre-échange total, sans réciprocité, la critique même du principe de droit de douane sur des filières qui pourraient être stratégiques, le refus de faire le patriotisme économique, quand toutes les autres grandes puissances du monde protègent leur industrie, protègent leur marché intérieur, protègent leurs emplois. Moi, je ne me résous pas à ce que la France, à ce que l'Europe disparaisse. Je veux que la France vive, je veux que l'Europe existe, et c'est la raison pour laquelle je souhaite transformer l'Union européenne sur quelques idées très simples. D'abord, passer de l'idée du libre-échange total au juste échange. Je veux qu'on soit capable de faire en Europe ce qui marche ailleurs, c'est-à-dire concrètement le patriotisme économique à l'intérieur, la priorité nationale pour nos entreprises dans la commande publique, la préférence européenne, les droits de douane lorsque nous sommes mis en concurrence avec des voitures qui viennent très massivement sur nos marchés de la part de la Chine. Exemple très concret, lorsque les États-Unis sont confrontés à la concurrence chinoise sur les voitures, 100% de droits de douane. L'Union européenne, 10%. Donc il faut mettre fin au temps de la naïveté et faire changer les règles du jeu pour nous protéger et pour être capable d'être compétitifs demain comme le font toutes les autres grandes puissances du monde. Gabriel Attal, c'est l'échec, dit Jordan Bardella, de l'Europe du libre-échange. De l'Europe naïve, en fait, c'est ça. D'abord, l'Europe, oui, c'est la prospérité. Il y a des millions d'emplois en France qui dépendent du commerce que font nos entreprises, nos PME, avec les autres pays européens. Et l'Europe nous a aidés à traverser la crise économique liée au Covid comme aucun autre continent dans le monde, grâce au plan de relance. Sans le plan de relance, des centaines de milliers d'entreprises, des millions d'emplois en Europe auraient disparu. Qu'est-ce que c'est maintenant, pour moi, les priorités en matière économique pour l'Europe des années à venir ? D'abord, c'est le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est pour ça que la réforme du marché européen de l'électricité qu'on vient d'adopter, qu'on a réussi à négocier, est très importante pour ça. On y reviendra peut-être dans les échanges. Elle ne fera pas baisser les factures. C'est la réindustrialisation. Elle ne fera pas baisser les factures. Je vais juste terminer et ensuite je répondrai. Ensuite, la réindustrialisation. La réindustrialisation qui est un enjeu majeur. On commence à gagner cette bataille en France. On a depuis 4 ans maintenant plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Ce n'était pas arrivé depuis des décennies dans notre pays. Et enfin, c'est l'emploi. La réalité, c'est que des millions d'emplois en France dépendent du marché unique et de l'Union européenne. C'est pour ça que dans ce que vous avez dit, Jordan Bardella, moi, il y a un point qui me dérange, peut-être encore plus que les autres. Vous dites, et c'est une proposition qui est historique du Front National, puis du Rassemblement National en Europe, portée par Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen, puis vous, qui est ce que vous appelez la priorité nationale dans le marché unique, sur la commande publique, je crois. Tout à fait. C'est-à-dire, pour que les Français qui nous regardent comprennent, d'abord, peut-être dire ce qu'est le marché unique. D'abord. Vous produisez en France, vous devez avoir une priorité d'accès dans les marchés publics. Peut-être pour donner un exemple, aujourd'hui dans la restauration collective, 75% du bœuf qui est consommé par nos enfants dans les cantines des collèges, des écoles et des lycées est importé. Moi, je souhaite que les agriculteurs que vous avez mis en grande difficulté par les politiques que vous avez menées en France ou en Europe puissent être prioritaires dans la commande publique. Je vais juste rebondir sur ce point-là. Le marché unique, c'est quoi pour ceux qui nous regardent ? C'est ce qui fait que pour nos entreprises, elles n'ont pas un marché de 67 millions de consommateurs français, elles ont un marché de 450 millions de consommateurs européens. Vous dites, on fait la priorité nationale dans la commande publique. Ça veut dire que l'État, les collectivités locales en France, va dire, maintenant, on privilégie systématiquement l'entreprise française face à une autre. Elles ont en tout cas une priorité dans l'octroi du marché public. C'est ce que vous dites. Parfaitement. Quand bien même on pourrait le mettre en place. Ça veut dire que les autres pays européens vont faire la même chose. Évidemment. Ils vont dire, on privilégie nous aussi nos entreprises plutôt que les entreprises françaises ou d'autres pays européens. Comment vous réglez le problème des entreprises françaises qui ont des contrats publics dans d'autres pays européens et qui produisent en France ? Je vous donne quelques exemples. Vous avez l'Allemagne, l'année dernière, qui a passé un méga contrat public pour remplacer ses trains. Il y avait plusieurs entreprises qui étaient candidates pour ce contrat. Siemens, allemand, Alstom, français. C'est Alstom qui a gagné. Les emplois, ils sont à Valenciennes, dans le Nord. Il y a quelques mois, la Roumanie a voulu remplacer ses canalisations. Ils ont fait un marché public. Il y a des entreprises roumaines qui ont candidaté. Et puis, il y a une entreprise française, Saint-Gobain, qui a gagné et qui produit les canalisations à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. L'Espagne est en train de remplacer son éclairage public. Il y a plusieurs entreprises espagnoles qui ont candidaté pour avoir ce marché. C'est une PME française, en Gironde, à Blanquefort, l'entreprise Sunny Design, qui produit des lampadaires solaires, qui a gagné et qui équipe l'Espagne. Mais donc, si la proposition de Jordan Bardella était appliquée,
toutes ces entreprises, on leur coupe les jambes, Mais elles n'ont plus pas accès. vrai. Bah si, puisque Mais vous si avez nous dit, mais, puisque pardon, les autres monsieur, pays, mais non, pardon, puisque si nous les autres exportons pays notre- feront comme non, la France, ils pardon. privilégieront leurs entreprises. Mais Et pardon, donc, si nous on a exportons 150 000, notre- j'ai pas terminé, Je vous en on a prie. 150 000 entreprises françaises qui exportent en Europe, qui gagnent des marchés publics dans d'autres pays européens. Vous dites, la France maintenant va réserver ses marchés publics en priorité aux entreprises françaises. Les autres pays font pas la pays même européens chose. vont faire exactement Mais, la même monsieur, chose. pardon. Et nos entreprises vont perdre des marchés. C'est des millions d'emplois qui sont derrière. Votre réponse, Comment vous Jordan réglez ce Bardella. problème? Mais d'abord, en réalité, vous ne faites pas confiance au savoir-faire français. Bah, si, Parce que justement, si précisément des pays comme la Roumanie en viennent à appeler le savoir-faire français, qui remporte des marchés publics, vous avez raison dans le cas que vous avez cité, c'est précisément parce qu'il n'y a pas en Roumanie le si. savoir-faire pour adopter. Et les Allemands, Non, ils il ont n'y a Siemens pas en qui fait des Roumanie. trains. Oui, mais Pourquoi ils pas ont de choisi la- Alstom? mais, Mais là, on est d'accord. Peut-être je peux vous répondre. C'est que nos entreprises, c'est une grande fierté. Je peux vous répondre. On a les meilleures entreprises, Je peux on vous a le meilleur répondre. savoir-faire et on arrive à l'exporter. Et Je vous, peux vous vous voulez répondre. couper les jambes de Oui, tout ça, mais c'est pas sérieux? Je peux vous répondre. Vous ne m'avez pas répondu sur l'exemple de l'agriculture. Je vous On dis va y qu'il y venir. a aujourd'hui 75% du bœuf qui est consommé dans la restauration Ça, c'est- collective. Quand vous voulez pas répondre à une Et question, vous d'origine, passez à non, un mais je autre vais sujet. répondre, j'ai aucun problème. Bah, allez-y. Je vais répondre. J'assume ma position. Je souhaite que ceux qui produisent en France, et si on ne trouve pas le savoir-faire, qui produisent en Europe, aient une priorité dans l'action de la communauté. Pourquoi Vous assumez le chacun pour Pourquoi soi. en Mais fait. je n'assume pas le chacun pour soi. Bah, si. J'assume la fin de la naïveté. Est-ce que vous connaissez, C'est pas ça, la naïveté. Monsieur Attal, le taux d'ouverture de nos marchés publics Mais- à des prestataires extra-européens? Il est de plus de 80%. Il est de 82%. Est-ce que vous connaissez ce taux aux États-Unis ou au Japon? Il est de l'ordre de 20%. Il est de 28% au Japon et de 32% Ouais. aux États-Unis. Donc nous avons aujourd'hui Mais juste là, vous parlez parmi du les marchés publics vous parlez du les taux- plus vous ouverts parlez, excusez-moi, au monde. Vous parlez du taux d'ouverture. Mais j'y viens. Vous parlez pas du nombre de marchés Mais- effectivement passés. Les marchés publics européens passés avec des entreprises en dehors de l'Union européenne, c'est 5%. Donc c'est pas le 80% que vous évoquez, mais là où je vous rejoins, c'est que le 80%, il faudrait réformer cette directive pour le faire baisser. Merci. Mais Et là, vous savez parlez- d'ailleurs qu'il y mais a là, des vous parlez- secteurs. Mais Et en vous fait, ça n'a savez rien qu'il y à a voir. des secteurs Ça n'a rien déjà, à voir. vous savez qu'il y a des secteurs déjà, notamment le secteur de la défense, qui bénéficient déjà de ce patriotisme économique. Donc, moi, Bah, j'assume. oui, heureusement. Vous produisez Mais en France. Juste là, vous parlez des marchés publics qui sont passés avec des entreprises en dehors de l'Union européenne. Moi, je vous parle de celles qui sont dans l'Europe. Avec votre proposition, les entreprises françaises qui produisent en France pour des marchés publics dans d'autres pays européens, elles ne pourront plus avoir ces marchés publics ça puisqu'ils n'est pas feront vrai. comme nous. Bah si. Ça n'est pas vrai. Puisque la France va mais ça réserver n'est ses pas marchés vrai. publics aux entreprises Parce que lorsque françaises. vous avez spécifiquement un domaine dans lequel vous ne trouvez pas d'entreprises qui répondent à votre Et demande là, en l'occurrence, dans il y en a votre dans- pays, dans les pas exemples sur la que j'ai Roumanie, donnés. pas Non, sur mais si, l'exemple roumain mais bien que vous sûr avez que si. donné. Vous avez évoqué. Moi, Si. pardon, juste, je En termine. Roumanie, il y a des entreprises qui font Ouais. des canalisations. Pardon, C'est je un n'ai pays pas développé, compris ce quand que même. vous voulez faire sur ce sujet. Bah, Moi, je suis moi, très vous dis, clair. je suis pour le marché unique. Moi, en tout cas, je ne veux pas le détruire, nationale, contrairement à vous. premièrement, et deuxièmement, préférence européenne. Ça fait des décennies que vous vendez le Buy European Act qui n'a jamais été mis en œuvre. Donc, moi, j'assume. Vous produisez sur le sol français, vous produisez sur le sol européen, vous devez avoir un avantage très clair dans la commande Faut un publique. On a avantage entendu européen. votre divergence de Deuxième stratégie. Faut un avantage- Je voudrais faut un revenir- avantage non, je voudrais européen. parvenir sur Pas un un point que avantage vous avez national. évoqué. Oui, Vous allez mais- couper les jambes de nos Mais entreprises. j'aimerais Pardonnez-moi. Vous allez revenir les sur la empêcher question. d'exporter. Non, monsieur Attal, c'est vous qui êtes en train parce que 80% vous de nos PME enjolivez. exportent dans les autres pays européens. Vous allez leur couper les jambes. Elles ne pourront plus Monsieur le faire. Je Attal, pense si qu'on c'est a chacun entendu pour soi. vos deux positions. Je voudrais qu'on avance sur un point que vous avez évoqué dans votre propos liminaire sur les enjeux de cette élection. Vous avez évoqué la question des droits de douane. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Jordan Bardella, il faut faire comme ce que font les Américains, passer à 100% les droits de douane comme ils l'ont fait pour les voitures chinoises? Nous sommes les- Est-ce que c'est comme ça qu'on protège l'économie européenne? Nous sommes les seuls aujourd'hui dans le monde à faire preuve d'une telle naïveté. Par conséquent, lorsque on a des secteurs entiers de notre économie qui subissent les pressions, la guerre économique et la concurrence déloyale d'entreprises extra-européennes, il faut évidemment faire ce que font tous les pays du monde, c'est-à-dire protéger notre marché intérieur par des droits de douane. Je vous donne un exemple très concret et j'aimerais qu'on revienne après sur les prix de l'énergie. Il y avait, sous la présidence de Jacques Chirac, 3 millions d'automobiles qui étaient produites par la France. Il y en a aujourd'hui 1 million. Nous sommes en train d'être submergés de véhicules étrangers et notamment de véhicules chinois qui C'est sont la faute de l'Europe. subventionnés. C'est la faute de l'Europe qui vit dans une forme de naïveté, de la faute des gouvernements qui sont succédés et qui précisément ont refusé de faire le patriotisme économique et de protéger nos filières. Par conséquent, moi j'assume. Lorsque une filière est menacée de disparition, lorsqu'une industrie, lorsqu'un secteur comme l'automobile a besoin de se reconstruire, qu'on a besoin d'aller concrètement accompagner nos entreprises, il faut évidemment mettre des droits de douane. Ça, c'est la première des conditions pour réindustrialiser. Et la deuxième condition
madame, pour réindustrialiser, c'est de refaire de la France un paradis énergétique. La réforme que vous mentionnez du marché européen de l'électricité ne fera pas baisser les factures, pour une raison très simple. C'est que vous rendez un avantage comparatif aux énergéticiens et aux très grosses industries électro-intensives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que par les règles européennes que vous avez mises en œuvre, vous empêchez aujourd'hui les familles françaises, les consommateurs, les TPE, PME, les ETI de bénéficier des fruits de notre production nucléaire. Il y avait, madame, monsieur Attal, un atout français. Depuis le général de Gaulle jusqu'au président Sarkozy, qui était notre parc nucléaire. Par la politique nationale que vous avez conduite, notamment sous le premier quinquennat, vous avez considérablement affaibli notre politique nucléaire et vous nous avez remis aujourd'hui entre les mains non seulement d'une dépendance énergétique extérieure, mais avec des prix qui ne correspondent pas aux prix énergétiques français. Par conséquent, moi je souhaite deux choses. Non, mais madame, on va peut-être la réponse de Gabriela. Vous avez évoqué deux sujets qui sont très complexes. La question des droits de douane. Vous dites il faut que l'Europe sorte d'une forme de naïveté, augmente les droits de douane. Deuxièmement, vous avez mis en cause la réforme menée par le gouvernement sur les tarifs de l'électricité en disant ça ne fera pas baisser la facture des Français. Donc la réponse de Gabriela. J'ajouterais, troisièmement, il a raconté n'importe quoi sur le nucléaire. Mais je vais vous répondre. Parlons du nucléaire, c'est très intéressant. Parce que ça démontre là votre duplicité. Sur le premier point, sur les droits de douane. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut des voitures électriques. En tout cas, moi, je pense que c'est important pour l'avenir. Je sais que vous y êtes moins favorable. Et on veut qu'elles soient produites en Europe et, si possible, en France. D'abord, pour ça, il faut qu'il y ait de la production en France. Ces toutes dernières années, on a ouvert 4 méga-usines de batteries électriques sur notre pays. À Douai, à Dunkerque, à Douvrin, dans le Nord, c'est un vrai progrès. Et à terme, on sera capable, en 2030, en France, de produire 2 millions de véhicules électriques chaque année. Donc grâce à ces investissements. Vous assumez l'interdiction. Non mais attendez, des moteurs thermiques à l'horizon 2035, pour qu'on soit bien clair. Moi, j'y suis opposé. On va y venir ensuite. Donc ça, c'est sur la première chose. Ensuite, sur les véhicules chinois. Évidemment, je le dis, on veut que les véhicules vendus en France soient avant tout des véhicules européens et français. L'année dernière, la part des véhicules chinois qui étaient vendus en France sur les voitures électriques, c'était un peu moins de 60%. On est, cette année, à 25%. Comment on a fait ? D'abord, on a réservé les aides qu'on apporte aux ménages pour acheter un véhicule électrique aux véhicules produits en France et en Europe. Ce qui a permis de faire chuter l'achat de véhicules électriques chinois. Ensuite, moi, je vais vous dire, sur les droits de douane, il n'y a pas de tabou. Je crois que la présidente de la Commission européenne, encore récemment, a indiqué que c'est des droits de douane qui pourraient être relevés. Deuxième sujet, puisque le temps passe, le marché européen de l'électricité. On s'est battu depuis des mois, et ça faisait des années que la France se battait pour ça, pour obtenir une réforme qui nous permet enfin de découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. C'est faux. Et d'intégrer le prix du nucléaire. Si, c'est vrai. Je suis désolé de le dire, c'est vrai. Là où votre Vous avez des Français qui ont vu leur facture baisser, là. Marine Le Pen, peut-être prenez les Français 2022, à témoin, monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a des Français qui ont vu leur facture d'électricité baisser depuis l'automne ? C'est pas moi qui suis élu au Parlement européen, c'est vous. Donc vous devriez savoir. Et j'ai voté contre cette réforme, parce qu'elle ne rend pas à la France un prix français d'électricité. Si vous l'avez lu, vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en 2026. Je n'ai pas besoin de la lire, monsieur. Je regarde la facture d'énergie des Français et des entreprises. Mais mettez-vous à la place des Français. Vous ne lisez pas les lois avant de les voter ? La réforme, elle rentre en vigueur en 2026, donc c'est normal qu'elle s'applique pas encore. Attal. Mais ça a été un combat. Pardon, je vous ai pas interrompu quand vous vous êtes longuement exprimé. Donc elle entre en vigueur en 2026, et oui, ça va permettre de baisser la facture parce que ça va rapprocher le prix de l'électricité du coût de production du nucléaire en France, et c'est une grande chance. Troisième point, et je termine par là puisque le temps passe, sur le nucléaire. Emmanuel Macron, il a été élu en 2017 dans un pays où le nucléaire faisait beaucoup débat. Il faisait débat chez les Français. Il faisait débat dans le monde politique. Je rappelle que Marine Le Pen s'était déclarée contre le nucléaire, notamment pour des raisons de sécurité. Si, c'est vrai. C'est faux. Après Fukushima, tous les Français qui nous regardent peuvent aller sur leur moteur de recherche, taper Marine Le Pen, sortie nucléaire, ils trouveront. Donc, il y avait tous ces débats dans notre pays. Quand il a été élu en 2017, François Hollande, dans le quinquennat précédent, avait pris une décision de fermer 14 réacteurs nucléaires en 2025. Et il avait décidé de fermer Fessenheim. Qu'a fait Emmanuel Macron en 2017 ? Il a dit, moi je veux objectiver ce débat. Il missionne des experts, il recule la date de fermeture des 14 réacteurs nucléaires. Quoi, monsieur Attendez, le Premier ministre je peux m'exprimer. La loi de 2018 que vous évoquez, elle recule la date de fermeture des 14 réacteurs. Il devait fermer en 2025, on l'a reculé justement pour se donner le temps de décider. Et ensuite, on a décidé. Et on a relancé notre industrie nucléaire comme jamais. On a 6 EPR2 qui pourront ouvrir en 2035. 8 en option ensuite qui pourront ouvrir aussi. Parce que, là où je vous rejoins, c'est une chance pour la France d'avoir le nucléaire. Et cette chance, elle s'entretient. Et donc, on va continuer à investir. Donc, vous êtes d'accord sur le nucléaire ? Ce qui permettra notamment aux Français de payer moins cher leur électricité et aux entreprises
de venir investir en France où l'électricité sera moins chère. Non, mais je reconnais bien là le talent de macroniste de monsieur le Premier ministre d'être capable de dire tout et l'inverse de tout. C'est mieux que les mensonges des lepénistes. À chaque fois, quand même, le sentiment d'avoir raison. Moi, je vais vous citer un ministre du gouvernement, Philippe, qui, en 2018, à propos de la nomination de monsieur Durugy, a déclaré, 2 points, ouvrez les guillemets. Le rôle d'un ministre de l'Environnement, c'est qu'il soit capable de dire que notre objectif est de réduire la part du nucléaire dans l'énergie de la France et en même temps d'aller dans les centrales nucléaires qui vont fermer pour expliquer aux salariés pourquoi est-ce qu'elles vont fermer. Qui était ce ministre? C'était moi, je vais vous dire. C'était je vais vous dire totalement. C'est triste pour vous. Mais je vais vous en parler de cette déclaration. Vous êtes non seulement. Vous savez, je suis pas comme vous, moi, à changer d'avis sur tout, à ne pas assumer des déclarations passées, à dire on veut sortir de l'Europe, finalement on veut rester dedans. On veut sortir de l'euro, finalement on veut rester dedans. J'assume mes déclarations. Laissez-moi terminer. Je suis ce soir en face du Premier ministre, dont la première décision a été l'augmentation de 10% des prix de l'électricité qui a douloureusement fragilisé les classes populaires, les classes moyennes. Je suis devant le Premier ministre qui a participé à hypothéquer notre futur et qui s'est fourvoyé pendant 7 ans sur la question du nucléaire. En 3 années, ça n'est pas uniquement le gouvernement de François Hollande. En 2018, vous annoncez la fermeture de 14 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035. Elle était déjà annoncée, on l'a reporté. À l'horizon 2035. Non, c'était 2025, Jordan Bardella, et on l'a reporté en 2028. 2019, vous annoncez l'abandon du projet Astrid. Ce projet de 4e génération de réacteurs nucléaires qui avait pour but, pour faire très simple, de promouvoir des déchets nucléaires beaucoup plus propres. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Jordan Bardella? En 2020, et j'en termine, vous avez fermé Fessenheim, qui était l'une des centrales nucléaires non pas seulement les plus rentables, mais les plus sûres du pays, après la confirmation de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, ce que je veux montrer, c'est que vous avez cédé à l'ère du temps. Et que pour faire plaisir, de manière irrationnelle, de manière dogmatique, à peut-être Europe Écologie Les Verts, vous avez cédé à l'ère du temps, qui votre ancien parti, le Parti Socialiste, a passé un accord pour éliminer un à un tous les murs bâtisseurs énergétiques de la France, et notamment notre nucléaire. Donc, que vous ayez redécouvert la lumière aujourd'hui, en disant en catastrophe qu'il fallait relancer notre filière nucléaire, je dirais tant mieux. Mais si l'opinion ne s'était pas réveillée, monsieur Attal, on se serait retrouvé avec des blackouts partout dans le pays l'hiver dernier, et si on vous avait écouté, on aurait fermé 14 réacteurs nucléaires. Alors, c'est peut-être juste une incohérence, c'est que le bilan de votre politique énergétique, je peux répondre quand même. C'est à la fois la hausse des factures, la hausse des faillites d'entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte à cause de la multiplication par 3, 4, 5, 6 ou 7 de la facture d'énergie et évidemment de la hausse des émissions. Parce qu'en fermant les centrales nucléaires, vous avez été contraint de rouvrir des centrales à charbon comme ça a été le cas à Saint-Avold où j'étais il y a quelques jours. Je rappelle que nous sommes dans un débat qui concerne les élections européennes. On est sur une stratégie énergétique qui concerne évidemment le nucléaire et l'Europe. Vous voulez répondre sur ce point-là? Je veux répondre. Allez-y. Vous avez parlé de l'opinion publique. Elle avait peu de chances d'être pour le nucléaire, encore une fois, avec les déclarations de Marine Le Pen qui étaient contre. Sur la déclaration que Marine Le Pen n'était pas contre. Elle appelait à sécuriser. Je vous laisse, moi, chaque fois vous exprimer sans vous interrompre. Je vous en prie. Sur la déclaration que vous avez évoquée. Ouais, j'assume d'avoir tenu ces propos. Parce que la réalité, c'est que la centrale de Fessenheim, décision du quinquennat de François Hollande de la fermer, début du quinquennat. Aucun investissement dans les années qui ont suivi pour lui permettre de continuer à vivre. Emmanuel Macron est élu en 2017. Oui, en responsabilité. Ça vous gêne qu'on vous rappelle ce que en vous avez fait, responsabilité, parce qu'aucun investissement n'avait été fait dans cette centrale. Il fallait la fermer. Et j'ai assumé, effectivement, de dire que nous, on était face à nos responsabilités. Et que le ministre François de Rugy, à l'époque, il a été courageusement voir les ouvriers de la centrale de Fessenheim pour leur expliquer comment on allait envisager l'avenir et comment on allait faire la reconversion. Ensuite, je redis que les 14 réacteurs, on a prolongé leur vie, justement, le temps de prendre une décision. La décision, ensuite, a été prise après le rapport d'experts. Mais pas du tout, Jordan Bardella. Vous êtes réveillé devant l'opinion, je ne vous parle pas. Nous, on fait confiance à la science, on fait confiance aux experts, aux scientifiques, ce qui n'est pas votre cas. La science ne vous a jamais dit, je cite, de réduire la part du nucléaire dans l'énergie de la France. Mais parce que c'était ce qui était prévu avant qu'on ait ce rapport d'expertise. On avance, si vous le voulez bien, avec un sondage. Ensuite, vous parlez des défaillances d'entreprises. Vous parlez des défaillances d'entreprises. On a moins, c'est un débat européen, vous avez raison de le dire, mais si on parle d'Europe, on a moins de défaillances d'entreprises aujourd'hui en France qu'en Allemagne. Et que chez d'ailleurs la plupart de nos voisins. Il y a des défaillances. Mais d'ailleurs,
Parce qu'ils ont écouté les Verts et que l'énergie 22 était une catastrophe qui a contraint aujourd'hui l'Allemagne à abandonner Alors, je voudrais qu'on avance, s'il vous plaît, messieurs, je voudrais qu'on avance sur les thèmes, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder ce soir. Je rappelle que ce débat doit durer 1h15. On avance sur un sondage. 53% des sondés, c'est un sondage de nos partenaires Ipsos ce soir, se disent favorables au pacte vert. Alors, le pacte vert, c'est une série de mesures pour rendre l'Europe neutre en termes d'émissions de CO2 d'ici à 2050. 2023, je le rappelle, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et pourtant, on l'a vu, l'Europe a dû reculer sur ses engagements en matière écologique, notamment face à la colère des agriculteurs. L'Europe doit-elle renoncer à être à la pointe du combat pour la transition écologique ? C'est à moi que vous posez la question ? Oui. L'Europe, elle doit être à la pointe de ce combat. Et on est à la pointe de ce combat aujourd'hui. On est le continent qui s'est fixé les objectifs les plus ambitieux sur la transition écologique. Mais parce que le dérèglement climatique, on voit les ravages qu'il fait aujourd'hui dans le monde. Et pas seulement dans le monde, en France. Il y a quelques jours, j'étais pour la 4e fois dans le Pas-de-Calais avec les habitants qui ont été sinistrés par des vagues d'inondations. Dans le sud de la France, il y a des sécheresses comme on n'en a jamais connues. Donc oui, on doit prendre nos responsabilités. Mais et moi, je suis en fier. entendant la colère qui s'est exprimée, c'était ça le sens de la question. Mais évidemment, il faut toujours entendre la colère et il faut adapter nos objectifs. C'est ce qu'on a fait sur l'agriculture. Vous avez donné un exemple. On a simplifié des règles. Et moi, je le dis, et vous avez parlé tout à l'heure de notre génération. Il ne suffit pas d'être jeune, je me l'applique aussi à moi-même, pour incarner un espoir. L'important, c'est ce qu'on propose et ce qu'on veut faire. Et moi, je le dis, le combat contre le dérèglement climatique, c'est le combat de notre génération. Et si on n'est pas capable de mener ce combat, et si on n'est pas capable de le gagner, et moi je pense qu'on peut le gagner, il y a pas si longtemps, pour la première fois, l'humanité a mené un combat ensemble contre une pandémie. Et elle l'a gagné. Et moi, je crois profondément que l'humanité, elle peut gagner ce combat-là, qui est un combat existentiel. Si on ne fait rien, ça sera des dégâts en plus, et ça nous coûtera plus cher que d'investir. Donc oui, j'assume. Je propose avec Valérie Ayé, avec notre liste, je propose un plan d'investissement massif, 1000 milliards d'euros d'investissement en 2030 pour la transition écologique, pour l'industrie décarbonée. C'est ce que font les Américains, c'est ce que font les Chinois. L'Union européenne a de l'avance sur ce sujet, elle doit continuer à le faire. Et oui, je le dis, c'est totalement compatible avec l'activité économique. Regardez l'année dernière, j'ai annoncé hier les chiffres définitifs des émissions de CO2 en France l'année dernière. Presque 6% de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est inédit, c'était jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. Et en même temps, on a eu de la croissance. Donc on n'a pas besoin de passer par la décroissance ou la récession pour améliorer nos émissions de CO2. Jordan Bardella, l'Europe doit-elle ralentir ? Je vous rejoins sur un constat. C'est que le défi climatique est l'un des grands défis de notre génération, qui est lié aussi d'ailleurs à l'explosion de la population mondiale. Le seul problème, monsieur Attal, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que les ambitions environnementales irréalistes que vous fixez notamment à nos entreprises, comme aux familles françaises, avec la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035, va entraîner à la fois... Pas la fin des moteurs thermiques en 2035. Pardon. Enfin, quand vous parlez, on a l'impression qu'on va interdire de rouler en voiture thermique en 2035. C'est la vente de véhicules thermiques. De véhicules neufs thermiques. Bien sûr, sera interdit à l'horizon 2035. La plupart des Français, vous le savez, achètent aussi d'occasion. Premièrement. C'est plutôt en 2050, 60. On voit bien que vous commencez un peu à tasser l'ambition. Parce que la transition écologique et les objectifs du Green Deal entraînent non seulement les conditions d'une dépendance, mais forge également une décroissance. Pourquoi dépendance ? Concrètement, sur les moteurs thermiques, non seulement vous allez porter un coup très dur au pouvoir d'achat des familles françaises. Il y a des millions de Français aujourd'hui dans notre pays, monsieur, qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à se déplacer avec un carburant à 2 € le litre et à qui on vient dire à l'horizon 2035, pour acheter un véhicule neuf, ça sera un véhicule thermique qui va coûter beaucoup plus cher. Deuxièmement, électrique. Vous allez nous faire passer... Il ne coûtera pas plus cher. Ça coûtera plus cher. Deuxièmement, moi je crois que si. Deuxièmement, vous allez nous faire passer d'une dépendance que l'on connaît aux hydrocarbures, qui n'est certes pas viable sur le long terme, mais que l'on connaît, on fait quoi, alors ? À une dépendance totalement inconnue, qui va nous remettre notamment entre les mains de la Chine, et là j'y vois une contradiction, en même temps d'affaiblir les moyens. Attendez, en même temps d'affaiblir les moyens que vous donnez à notre force nucléaire, à notre système énergétique français, et en même temps de se rendre dépendant du tout électrique. Troisièmement, mesure qui désorganise totalement aujourd'hui les industriels de l'automobile. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler régulièrement avec des industriels de l'automobile, mais ils nous disent quoi ? Cette ambition dogmatique est en train de fragiliser la filière. On voit même d'ailleurs que cette année, en termes de vente de véhicules neufs, le diesel est repassé
repasser devant les véhicules thermiques. Apple, qui allait investir des milliards d'euros dans un véhicule électrique, a fait machine arrière. On sait qu'il y a des agences de location de véhicules comme Hertz, par exemple, qui renvoient les véhicules électriques parce que les gens n'en veulent pas. Et puis, vous mettez en place ce type de mesures sans aucune étude d'impact, simplement pour céder à un dogme. Moi, je crois dans la science et je pense aujourd'hui que les ambitions irréalistes que vous mettez en œuvre, tant sur l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035, qui va fragiliser les plus modestes d'entre nous, que les ambitions agricoles. Parce que, pardon, il y a eu des études sur la déclinaison agricole du Green Deal qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette, que je combats au D'abord la réponse sur la voiture, si vous le voulez bien. Non, parce que d'abord une réponse sur la voiture. Permettez-moi d'aller au bout, s'il vous plaît. Moi, je veux bien répondre sur la voiture. On va aller au bout, je vous promets qu'on va parler de l'agriculture et du lien que vous faites avec la transition écologique, mais quand même une réponse sur la voiture. Attendez, il y a eu des milliers d'agriculteurs qui sont descendus dans les rues. On va en parler, vous parlez des automobilistes. J'ai beaucoup agi pour eux, il faut qu'on continue à agir. C'est important, il y a un calendrier que tout le monde a à l'esprit sur la mutation. Moi, je souhaite renoncer à cette mesure, qu'on soit très clair. Renoncer définitivement, c'est-à-dire vous ne proposez pas un autre calendrier. Il faut proposer un autre calendrier à l'évidence, mais donc renoncer à l'objectif d'interdire en 2035 la vente de véhicules thermiques. Je vous donne un exemple. Regardez nos partenaires américains. Regardez nos partenaires américains. Eux, ils disent quoi? Ils disent je veux bien vous répondre à un moment parce que c'est quand même un débat. Si c'est un monologue. J'en termine, s'il vous plaît. On se fixe une date 2030, incluant les véhicules hybrides. Gabriel Attal. D'abord, vous avez l'air de vivre dans un monde. On a du pétrole en France. Mauvaise nouvelle pour vous, manifestement, c'est pas le cas. Et où le pétrole ne pollue pas. Pourquoi est-ce que se fixer à long terme l'objectif de sortir du véhicule thermique, c'est bien pour les Français? D'abord parce que le pétrole, son prix, le prix du baril, dans les années à venir, va nécessairement continuer à augmenter. Parce que c'est une ressource qui se raréfie et parce que de plus en plus de pays prennent des décisions pour arrêter de forer. Donc il y en aura moins, donc ça coûtera plus cher. Donc il faut les faire sortir de cette dépendance, en plus de pays qui sont assez peu fréquentables, qui leur coûtent de l'argent. Et ensuite parce que ça pollue. Maintenant la question c'est comment on le fait? On le fait en se donnant des objectifs de long terme. Et oui, évidemment qu'on a parlé avec l'industrie automobile qui nous a surtout dit une chose, donnez-nous de la visibilité. Fixez un objectif de long terme pour qu'on s'organise. Et je vais vous donner un scoop, elle est en train de le faire. Je vous ai parlé des 4 méga-usines de batteries électriques qui ont ouvert en France. On sera en capacité en 2030 de produire 2 millions de véhicules électriques sur le sol français. Renault a annoncé que sa R5 électrique allait être produite, et elle a commencé à être produite, les commandes peuvent commencer à être passées en France. On a des constructeurs qui produisent en France les véhicules électriques de demain. Donc oui, j'assume de le dire, pour sortir de notre dépendance, et je vois pas du tout de... Vous avez parlé de dépendance inconnue. Je ne pensais pas qu'un homme politique aussi raisonnable que vous allait se complaire dans les objectifs irréalistes qui sont défendus au Parlement européen par les écologistes. Mais c'est intéressant, c'est une clarification intéressante, et les Français qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, à qui on vient dire vous allez obligatoirement acheter des véhicules électriques. C'est-à-dire la méthode du Rassemblement national, c'est de dire on est contre tout. Et puis dans 5 ou 10 ans, si on se rend compte qu'on s'est planté, on dit qu'on a changé d'avis. C'est ça votre méthode. Vous vous opposez à tout ce qu'on fait. Et comme ça, ensuite, vous pourrez dire, si ça n'a pas marché, en fait, on a eu raison de s'opposer. Caricatural. Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. Vous étiez pour le Frexit et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Europe. Laissez-moi terminer. Il y a 2 ans, pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen écrivait noir sur blanc, il faut sortir du marché européen de l'électricité. Maintenant, vous nous dites, je veux rester dedans. Règles de fixation des prix. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Le marché, il existe, monsieur Attal. C'est ce que vous dites maintenant. Donc, la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Je vous pose une question. Vous êtes Premier ministre de la France. Posez-moi. Vous n'êtes plus porte-parole d'un mouvement politique. Mais je vais vous répondre. Qu'il y ait des questionnements sur le projet que nous portons pour le pays, sur ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un fait. Sur les changements de pied, c'était ça la question qui était posée. En revanche, quand on ne veut pas répondre, attendez. En revanche, il n'y a pas de doute sur le bilan qui est le vôtre. Et le bilan qui est le vôtre... Vous voulez donc pas répondre à cette question? Qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'avis sur l'euro, sur l'Europe, sur le Frexit, sur le marché européen de l'électricité? Juste pour que les Français, moi je me mets à la place des Français qui nous regardent, ils entendent aujourd'hui à longueur de journée le Rassemblement national a changé d'avis sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a 5 ans, ils voulaient sortir de l'euro et de l'Union européenne. Maintenant, ils disent que non. Et vous voyez, on se souvient du débat ici, je ne sais pas si c'est sur ce plateau, entre Mme Le Pen et M. Macron. Mme Le Pen parlait même de l'écu, où les Français allaient payer en écu parce qu'on allait sortir de l'euro. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Expliquez-nous. C'est une question qui est sincère. Allez, est-ce que vous répondez à cette question? Ce qui est dommage... ce qui est dommage pour vous, et je suis un peu gêné pour vous ce soir, monsieur Attal, parce que... Moi, c'est plutôt pour vous que je suis gêné là. Vous avez passé votre campagne... Vous refusez de répondre aux questions. Vous avez passé votre campagne
à me prêter des intentions, à nous prêter des propositions, un projet qui ne correspond pas au projet que je porte pour le pays et pour l'Europe, et qui n'était pas non plus le projet que je portais il y a 5 ans. Lorsque vous dites, vous venez de le dire... Là, je vous parle des engagements de Mme Le Pen pendant ses campagnes présidentielles. Laissez-moi répondre. Vous la Vous avez du mal souteniez avec l'opposition, laissez-moi répondre. Ah non, c'est quand même Lorsque un débat. vous dites il y a 5 ans, je défendais le Frexit et la sortie de l'euro, c'est faux. Il y a 5 ans, en 2019, je ne défendais pas la vous parle des sortie de déclarations l'Union de Mme Le Pen européenne. en 2017. Mais vous savez, on a rompu avec cette proposition il y a bientôt une décennie. Maintenant, si vous devez convoquer le passé Et sur l'euro, pour juger mon programme aujourd'hui, c'est très intéressant parce que quand je vous parle concrètement, des gens qui ne vont pas réussir à acheter des véhicules Alors, électriques, non, des c'est- agriculteurs c'est- qui descendent dans les rues. c'est parce que vous me parliez de ma cohérence et Attendez. de ma responsabilité. Donc, si je Des vous fac- suis, parce que c'est Laissez-moi terminer. Des intéressant, factures d'énergie c'est qui intéressant pour les augmentent. Français qui nous écoutent. Vous en venez nous à écoutent, on y parler de ce reviendra que peut-être. proposait mon parti il y a 10 ans. Si je vous suis- Moi, je vous ai rappelé concrètement C'était pas il y a 10 ans, le mais mal que c'était vous pas il y a avez 10 fait ans, sur la vous défendiez filière le Frexit. nucléaire, monsieur C'était Attal. pas il y a 10 ans, vous défendiez la sortie du marché 2017. européen de l'électricité, c'est Le temps passe 2022. vite. 2022. Et je sors marché des européen règles de l'électricité. tarification des prix. Donc, si je vous suis, vous dites on a changé d'avis. Soit les Français jugent. Si je vous suis, vous dites on voulait sortir de l'euro, de l'Union européenne, il y a, vous dites 10 ans, un peu moins, parce que c'était en 2017, on a changé d'avis. Donc vous convenez, heureusement que Mme Le Pen n'a pas été élue en 2017, parce qu'avant que vous changiez d'avis, on serait sorti de l'euro et sorti de l'Union européenne. Ça, Si vous pouvez le dire écouté, aux monsieur Français. Attal, on aurait fermé 14 réacteurs nucléaires. Non, puisque C'est ça, la vous avez bien vu réalité. qu'on ne les a pas fermés. Et je vais vous dire, parce que c'est dommage qu'on n'aborde pas les institutions ce soir, parce que je pense On n'a que pas terminé. Hein, monsieur Attal porte en réalité un projet caché Et qu'il moi, ne je peux dit parler pas des aux Français. institutions sans problème. J'ai aucun problème pour parler de Vous tous avez les fait sujets. adopter, il y a quelques mois, un rapport au Parlement européen qui est le rapport Verhofstadt, qui est la déclinaison politique de ce que vous proposez dans cette campagne au niveau européen. Ce projet que vous portez, c'est la dilution de la France dans une Union européenne fédérale. Et il va falloir l'assumer. Parce qu'il y a dans ce projet précisément l'élargissement de l'Union européenne à 37 États, ce qui va constituer par ailleurs une catastrophe économique et sociale pour nos travailleurs et notamment pour nos agriculteurs à qui vous voulez imposer aujourd'hui des pays d'Europe de Alors. l'Est comme l'Ukraine qui ne respectent aucune des normes. Vous voulez les mettre en concurrence avec les agriculteurs Jordan ukrainiens. Bardella, vous évoquez Ah, le si cas je des peux- agriculteurs, vous avez raison, Si je puisque peux les répondre, Français pardon. qui nous... Non, bien je sûr, suis obligé vous de allez répondre répondre dans quand un instant. Effectivement, vous avez évoqué le cas des agriculteurs. Les Français qui vous regardent ce soir ont vu cette vague de colère qui s'est exprimée de la part des agriculteurs, pas simplement en France, partout en Europe. Quel modèle agricole proposez-vous? Et donc vous me laissez pas répondre à la question. Moi, je Enfin, crois vous dans allez la, répondre ensuite. je l'interpellation crois sur dans le la rap- puissance. Sur le rapport Verhofstadt, parce que c'est intéressant. Parce qu'après, on va parler d'agriculture, je lui répondrai sur l'agriculture, si vous m'y autorisez. Allez-y. Le rapport Verhofstadt, qui est un rapport, c'est pas une loi, c'est un rapport. C'est d'abord un rapport qui explique comment faire une Europe, je cite, de la santé et du climat. Alors ça m'étonne pas que vous soyez contre, vous avez sur votre liste des antivax et des climato-sceptiques. Et ensuite, il dit comment est-ce qu'on va y arriver avec une série de propositions. On n'est pas forcément d'accord avec l'ensemble des propositions. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas c'est ce intéressant. qu'on appelle fédéraliste. Moi, je crois... Madame Ayé dit à la qu'elle est pour vision. une Europe fédérale. Moi, je crois à la Mettez-vous vision. d'accord Non, entre je vous, peux en monsieur avoir beaucoup Attal. parlé avec Valérie Ayé. Moi, je crois qu'on se retrouve tous les deux dans la vision de Jacques Delors. Une fédération d'États-nations. Ça veut dire qu'on a des nations en Europe. La France est une très En grande supprimant le et droit de belle veto, nation. par Mais- exemple. Mais Jordan Bardella, C'est le droit très de veto, intéressant parce que... on peut y aller sur le droit de veto, non allez-y. mais ne fendez pas sur ce sujet. Est-ce que vous êtes pour Il y Est-ce a- que vous êtes pour Vous me dans parlez ce- du droit de veto. Est-ce que vous êtes pour Vous me permettez une que je vous réponde taxe sur les transactions financières au niveau européen? Permettez-moi que je vous réponde. Je vous pose cette question. Vous répondrez après. Le rapport Verhofstadt, qui est le projet des macronistes au niveau européen, qui a été voté non seulement au Parlement européen, mais à qui vous avez fait voter une motion de soutien à l'Assemblée nationale. Vrai ou faux? Motion de soutien à l'Assemblée Voilà, nationale. donc j'en ai vous pas entendu parler. épousez en réalité Mais- ce projet. Jordan Madame, Bardella, il y a pas de ayez projet votre caché. candidate, Ce rapport, premier il est des... public. C'est un rapport non contraignant. Juste, Non, il n'y a pas de non contraignant. Est-ce que vous êtes pour ou contre Madame une taxe Ayé est pour la sur les fin... transactions financières en Europe? Je peux vous répondre. Bah, allez-y. Permettez-moi que je vous réponde. Votre candidate, Madame Ayé, dont on a vu depuis le début de cette campagne qu'elle avait un peu de mal avec les sujets européens, non seulement a dit qu'elle entendait mettre en œuvre une Europe fédérale, c'est son projet, c'est-à-dire donc la dilution de la France, mais qu'elle souhaitait supprimer le droit de veto de la France. Le droit de veto de la France, Monsieur Attal, c'est le cœur des nations. C'est le cœur de la souveraineté de la France et c'est le cœur de la souveraineté populaire qui permet précisément au Conseil, à une nation, de dire non. De dire non à une nouvelle fiscalité européenne. Alors, votre de réponse dire sur ce non point. à l'appropriation par Bruxelles C'est des compris, enjeux c'est compris. diplomatiques. Votre Non, ça réponse n'est pas sur ce compris point, parce que si. c'est très important. Et Vous sur avez été parfaitement l'élargissement, clair à la réponse de Gabriel Attal. Sur ce point, on ne va pas passer la soirée sur les institutions européennes. Vous voulez parler des elles sont centrales, agriculteurs. cette question est centrale. La parce vie qu'on des a, au agriculteurs fond, aussi, je pense. Du coup, allons-y sur la Aujourd'hui- réponse au droit de veto. Aujourd'hui, il y a un droit de veto sur tous les sujets en Europe? Je pense Je vous pose la question.
Aujourd'hui, il y a un Une droit de question. veto sur tous les sujets en Europe. Vous Non, dites, il n'y a pas de droit de mettre fin veto au sur tous les droit de veto. sujets. Voilà. Et je Donc, conteste il y a un ce droit de fonctionnement veto. des institutions. Donc, Parce que vous j'y vais. voulez... Il y a un droit de veto sur 2 sujets, je vous réponds. La fiscalité et les affaires étrangères. Est-ce que vous êtes pour ou contre une taxe sur les transactions financières au niveau européen? On en a une en France. Est-ce que vous seriez pour qu'il y ait cette taxe au niveau européen? Non, j'y suis favorable au niveau français. Est-ce que vous êtes pour ou contre une taxe sur les géants du numérique? J'y suis favorable au niveau français, monsieur. Ah d'accord, donc vous, ça ne vous intéresse pas qu'au niveau Je ne veux européen, pas que l'Union puisse capter européenne que les géants puisse du prélever numérique... l'impôt. Mais donc, c'est Ça pas fait une c'est pas- différence non, mais entre vous et moi. Que les géants du numérique qui font des profits considérables en Europe et qui ne payent pas d'impôts en Europe, Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? mais on l'a fait en France. Pourquoi vous, alors Jordan pourquoi vous ne Bardella. l'avez pas fait? Faut-il le 700 faire en millions Europe, d'euros c'est la l'année dernière. question. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut l'étendre à l'Europe? Je suis opposé. Bon, d'accord, donc vous êtes contre, très bien. Oui, Parce je que suis moi, ce que opposé, je- monsieur Attal. Si vous étiez pour, et Parce je que suis très surpris que vous Parce que soyez si contre. vous supprimez le Parce droit de que, veto, vous faites semblant franchement- de pas comprendre. Si vous Non, supprimez mais le je droit suis de très- veto, je suis très surpris que vous soyez contre, Si vous- parce que la réalité, Jordan Bardella, c'est que avec le droit de veto, le Luxembourg, l'Irlande, qui ont quand même des règles fiscales, on le sait, un peu de dumping par rapport aux autres, bah, évidemment qu'ils s'y opposeront toujours. Si on veut que le budget de l'Union européenne puisse être financé par les transactions financières, par les géants du numérique, il faut qu'on puisse avoir ce type de mécanisme. voudrais qu'on Ça vous avance. arrange Ensuite, Non, mais c'est Non, très intéressant non, parce parce que je en voudrais fait, qu'on la avance, taxe- s'il vous Non, plaît. mais je vais répondre parce que je Ensuite- suis mis en cause sur la taxe On a fait financière. 45 minutes non, sur mais les le questions sujet vous- économiques. Non, mais ce sujet vous Moi, arrange. j'ai pas de problème. Parce qu'en réalité, si vous transférez à l'Union européenne la possibilité de prélever l'impôt, c'est pas du tout ça qu'on dit. demain, ça ne sera pas la pas du tout taxe ça qu'on sur dit. les Nous, les transactions impôts, on les financières. baisse. Ça sera des taxes sur le Messieurs. carburant, ça sera des taxes sur le Mais pas du quotidien tout. des Français. Et c'est la raison Pas pour du tout. laquelle vous souhaitez N'importe transférer quoi. à l'Union Quand on dit qu'il n'y a plus de droit de européenne veto, la c'est possibilité une de majorité, c'est prélever une majorité l'impôt. qualifiée. Vous avez parlé est-ce tout que à l'heure vous êtes du d'accord plan de pour relance. avancer Je vous explique Est-ce que vous êtes le d'accord pour sens. avancer sur d'autres Vous sujets? avez On va pas- vous parler expliquez le d'immigration, sens on d'une va parler de la proposition d'un défense. rapport. À un moment donné, Vous on êtes a fait là, 45 minutes donc sur vous ce n'avez pas sujet répondu. de l'économie et des institutions européennes. Je vous ai posé une question Je voulais juste sur le répondre modèle, sur le non, plan de sur le relance. modèle Moi, j'ai toute la agricole. soirée. En 2 mots, rapidement, même si le sujet est un sujet majeur, mais je savais que vous pouviez y arriver. Comment répondre à la colère des agriculteurs qui s'est exprimée au début de l'année? D'abord, le modèle que défend M. Attal est un modèle qui a mis des milliers d'agriculteurs dans les rues du pays. Moi, je crois dans la puissance agricole française. Je crois qu'il faut d'abord arrêter de mettre nos agriculteurs en concurrence avec des produits qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires qui sont imposées aux agriculteurs français. Le Mercosur, le CETA, la multiplication d'accords de libre-échange avec des espaces économiques au monde avec lesquels nous ne serons jamais compétitifs menacent clairement Très bien. aujourd'hui l'existence de nos filières, premièrement. Deuxièmement, je crois que nos agriculteurs ne veulent pas dépendre d'aides permanentes, ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Et je souhaite, au-delà de la remise en cause du logiciel européen, faire en sorte de défendre l'exception agriculturelle française. On sait aujourd'hui, par exemple, D'accord. que le domaine de la culture est protégé. On peut subventionner directement. On peut faire du patriotisme économique pour protéger la culture. Il n'y a pas de raison que ce qu'on permet aujourd'hui pour nos artistes, on l'empêche à nos agriculteurs. Donc Votre je pense qu'on ne réponse, sera Gabriel jamais Attal, aux 3 compétitif points, et la qu'il fin faut du précisément libre-échange, la le fin du- patriotisme économique sur ce D'abord, sujet et rompre évidemment avec les ambitions irréalistes du Green Deal. Sur le libre-échange. Parce que D'abord, les interdictions très vite. sans alternative tuent aujourd'hui nos Très bien. agriculteurs et nos filières. D'abord, on parle d'Europe, on parle d'agriculteurs. À aucun moment, vous ne parlez de la PAC, qui permet à nos agriculteurs de vivre. C'est entre 20 000 et 40 000 euros en moyenne par exploitation. Je comprends, vous avez voté Je l'ai contre la voté. PAC. Pas du Ah tout. non, vous avez Je l'ai voté, vous- monsieur. Vous avez voté contre le budget en 2019. Oui, enfin le budget, c'est ce qui distingue dans Bah un non, vous avez parlement voté contre le la budget majorité de la PAC. La majorité de Vous avez l'opposition. Et voté vous le savez très bien, contre le- j'ai voté en faveur contre de le la PAC budget parce qu'elle légalisait de la les PAC. aides d'État sous notre Moi, je ne influence. vous ai pas interrompu à nouveau, mais première chose. Deuxième chose, vous parlez du libre-échange. Vous citez des accords commerciaux. Ils sont très différents les uns des autres. Le Mercosur, avec le président de la République, on y est opposé. D'ailleurs, si le Mercosur n'a pas été adopté ou signé, c'est précisément parce que la France, par la voix du président, s'y est opposée et a rallié des pays avec eux, avec nous, pour porter cette position. Sur le CETA, je suis allé, moi, au Canada. J'ai emmené d'ailleurs des agriculteurs, des entreprises françaises. Sur le CETA, on a triplé notre excédent agricole avec le Canada depuis l'adoption du CETA. On a des produits laitiers, du fromage, quel domaine ? des vins, des spiritueux, je suis en train de vous répondre. On a eu une explosion du commerce avec le Vous Canada, connaissez des la part de la exportations. production laitière et fromagère qu'on exporte Mais, au Canada? je peux vous dire, on en exporte 2000 tonnes de plus qu'avant Non, mais le CETA. C'est très intéressant. Donc on est passé de, que- on est passé de 0,6% à presque 1%. À presque 0,9%. Vous avez À parfaitement 1%. raison. Ouais, Sur c'est le 2000 tonnes en Mercosur, plus sur le fromage. Sauf votre respect, monsieur Attal, vous mentez. Et on vous exporte mentez, même plus sur le et bœuf vous mentez avec, aux avec le Canada. La grande inquiétude, pardon, je vais au bout, j'ai un peu Je vous en prie. non, j'ai un peu d'avance. Ouais, mais il faut qu'on avance sur le La sujet grande d'immigration. inquiétude, non mais je le dis, la grande inquiétude sur le CETA,
c'était de dire c'est notre filière bovine qui va en être victime. On va avoir du bovin canadien qui va déferler sur la France au détriment de nos éleveurs. Et la réalité, c'est qu'on leur exporte plus de bovins qu'ils nous en exportent. Même sur ce segment-là, on est excédentaire. Et alors, enfin, Jordan Bardella, vous avez dit... D'abord, je vais répondre sur le CETA et sur le Mercosur. Très vite. Sur le CETA, aujourd'hui, les standards canadiens ne se sont pas encore adaptés aux standards européens. Et j'en veux pour mais ils preuve... ne s'adapteront pas. J'en veux pour preuve. Le quota aujourd'hui d'exportation vers le Canada, c'est 2%. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel 50 fois supérieur en termes d'exportation sur le marché unique. Et l'Interbev, d'ailleurs, que j'ai rencontré, parce que la différence entre vous et moi, c'est que j'ai pu circuler dans le salon de l'agriculture pour parler avec nos agriculteurs. L'Interbev aussi. Oui, et l'Interbev nous dit quoi ? Et leurs représentants au salon de l'agriculture. L'Interbev nous dit quoi ? 50 000 emplois sont menacés par la concurrence déloyale avec le CETA. Sur le Mercosur, pourquoi ? Non, juste, je réponds sur ce point. Avant le Mercosur, je réponds sur le CETA. Pourquoi est-ce que le Canada ne va pas sur tous leurs quotas d'exportation de bœuf ? Moi, je suis allé au Canada. J'ai échangé avec Justin Trudeau. J'ai échangé avec Justin Trudeau, avec des entreprises. Parce que précisément, dans le CETA, il y a des clauses miroirs et de la réciprocité. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Pas sur les fermes usines, ni sur le bœuf aux farines animales. Ils m'ont dit, si on veut pouvoir exporter notre bœuf en France et en Europe, il faut qu'on arrête les hormones de croissance et qu'on arrête le lavage des carcasses au chlore. Et donc, on ne va pas le faire, on a fait notre calcul. Et quand bien même ils saturaient leur quota, vous avez parlé des 2%. Vous savez combien ça ferait de bœuf canadien en circulation en Europe ? S'ils allaient jusqu'à leurs 2%. 0,7% du bœuf. 0,7. S'ils exportaient tout ce à quoi ils ont le droit. Aucune clause miroir sur les fermes usines. Mais aucune clause miroir sur la démonstration que les à tel point que la qui ont été mises en Commission place européenne, ne dans pas ses audits annuels, s'est inquiétée du manque de contrôle et de transparence sur les importations du Canada, juste sur le Mercosur. Quand je suis allé au Canada, j'étais avec un fromager, le comté Juraflore. Et pourquoi est-ce qu'il soutient le CETA ? Parce que grâce au CETA, vous savez, on fait respecter ce qu'on appelle nos IGP. Parce qu'avant le CETA, au Canada, vous aviez des producteurs de fromages locaux qui vendaient du fromage qu'ils appelaient Reblochon, Roquefort, Cantal, Comté. Et grâce au CETA, c'est des indications qui sont maintenant protégées. On ne peut pas manger du comté qui n'est pas fait en France. On a eu vos deux visions de la façon dont il faut répondre à la colère des agriculteurs. Je pense qu'on vous a compris, on a compris votre regard sur le libre-échange. Monsieur Attal. Et je vais vous dire, moi j'ai lu la déclaration dans la presse brésilienne il y a quelques jours. Quand je vous ai traité de menteur tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais irrespectueux. En chef, du négociateur en chef de l'Union européenne, qui a dit à propos du Mercosur, le fait est que la Commission européenne continue de négocier. Nous avons un mandat de tous les États membres, y compris de la France, pour le faire. Et il dit, je vais être très honnête, en ce moment, compte tenu des élections au Parlement européen et des agriculteurs qui descendent dans les rues, ça n'est pas le bon moment. Donc, vous savez pertinemment que les négociations avec le Mercosur, elles se poursuivent dans les couloirs du Parlement européen. Mais je vous confirme que vous avez dans l'Union européenne des chefs d'État, des commissaires qui voudraient qu'on signe le Mercosur. Mais on l'a bloqué. Le président de la République, grâce à sa mobilisation, on l'a bloqué. Le négociateur en chef que vous avez missionné le dit lui-même à la presse brésilienne. C'est sûr que c'est pas avec vous qui ne faites rien, ne proposez rien au Parlement européen. C'est pas avec vous qu'on aurait bloqué l'adoption du Mercosur. On avance. On a assumé si vous le voulez bien. Selon notre sondage Ipsos, l'immigration doit être la première des priorités de l'Union européenne dans les années qui viennent. L'an dernier, l'Europe a accueilli 2,5 millions d'étrangers, dont 380 000 illégaux. Ce sont des chiffres de la Commission européenne. Les Européens viennent de voter ce qu'on appelle le pacte asile-immigration. Avec ce texte, est-ce que les 27 reprennent la maîtrise de leurs frontières ? Jordan Bardella. Ce pacte, c'est en fait un choix entre deux chemins. C'est l'immigration obligatoire ou la punition financière. Je me suis opposé à ce pacte migratoire qui va accélérer l'immigration parce que pour vous, comme pour la Commission européenne, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. Ce pacte migratoire, il prévoit quoi ? Il prévoit la répartition obligatoire des migrants qui rentrent dans les différents États de l'Union européenne, dans nos communes, dans nos villes, dans nos villages, constituant ici une immigration de fait accompli. Et pour les États membres qui refuseraient d'accueillir cette immigration imposée, les États membres devraient verser 20 000 €, donc punition financière, par migrant refusé. Donc, il n'y a plus seulement un fait migratoire majeur qui déstabilise aujourd'hui notre société et qui représente pour moi une menace existentielle pour notre sécurité, pour notre identité et pour nos comptes publics. On a désormais une immigration de fait accompli obligatoire que vous voulez imposer aux Français. Et j'ajouterais d'ailleurs à cela que la personne que vous soutenez, la ministre de l'Intérieur des Affaires européennes, la commissaire aux Affaires intérieures, a déclaré que nous aurions besoin d'1 million, Madame Johansson, déclaré que nous aurions besoin d'1,5 million de migrants par an
en plus. Donc, Pour vous, faire quoi? Parce que l'immigration est un projet pour eux. Et donc, il faut continuer, non seulement... Pour travailler? Je ne sais pas, elle ne précise pas sa phrase. À votre avis? Je n'ai pas d'avis, je n'ai aucune confiance dans ces gens-là pour contrôler la politique d'immigration chez moi. Mais, Monsieur Attal, vous avez pulvérisé un à un tous les records d'immigration. Record d'immigration légale, record du nombre de titres de séjour, record du nombre de demandeurs d'asile qui restent sur le sol français. Plus faible taux européen d'expulsion des OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Vous avez le record européen de faiblesse, 5% d'exécution d'OQTF, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, avec des conséquences très concrètes sur la vie des Français, notamment sur leur sécurité. Donc, le 9 juin prochain, c'est aussi un vote pour ou contre l'immigration massive. Vous voulez continuer d'accueillir? Eh bien, vous voterez pour la liste de M. Macron et de M. Attal. Si vous pensez qu'il faut aujourd'hui un tournant migratoire avec une politique humaine, mais beaucoup plus ferme, qui doit nous permettre de reprendre la maîtrise de notre destin, alors il faut voter pour la liste. La réponse de Gabriel Attal sur l'immigration. Bon, vous avez vos chiffres, j'ai les miens. Eurostat, 2023, la France a éloigné plus que l'Allemagne des immigrés clandestins. Elle a éloigné 4 fois plus que l'Italie, 5%. plus que la Suède. Jordan Bardella. C'est la Cour des comptes qui le dit. C'est les données Eurostat, la Cour des comptes, les données que vous présentez, elles datent, puisqu'on n'est plus à 5%, on est plus haut aujourd'hui. Non, on est à presque 15%. Et là où je vous rejoins, c'est que ça n'est pas suffisant et qu'il faut qu'on soit plus efficace sur ce sujet-là. Maintenant, je vais vous dire, même cette bataille de chiffres, pour moi, c'est pas l'essentiel. La réalité, c'est que on sera jamais d'accord sur l'immigration. Je vais vous dire, c'est même plutôt pour moi une fierté de ne pas être d'accord avec vous sur ce sujet-là. D'abord parce que la présentation que vous faites du sujet, on a le sentiment, en vous écoutant, que derrière chaque étranger, chaque immigré, il y a un délinquant ou un terroriste en puissance. Moi, je la trouve, je le dis, révoltante. Qui dit cela ? Vous, régulièrement, vous mettez en avant des chiffres en expliquant que tous les immigrés qui arrivent, c'est des délinquants en puissance, des terroristes en puissance. Non, c'est l'inverse. Je pense que quasiment toute la délinquance et la criminalité est liée à notre incapacité à maîtriser les flux migratoires. Je vais vous dire, évidemment, que l'immigration clandestine est un problème. D'abord, c'est un problème pour notre pays et pour des territoires qui sont d'ailleurs en général les territoires les plus en difficulté socialement. On sait que cette immigration clandestine, elle se concentre dans des quartiers, dans des villes où c'est déjà plus difficile, en Seine-Saint-Denis par exemple, ou ailleurs. Ensuite, l'immigration clandestine, c'est un problème parce que ça finance des passeurs, qui sont les nouveaux esclavagistes de notre temps. Et donc la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on trouve le moyen le plus efficace de mettre fin à cette immigration clandestine ? J'assume, avec Valérie Ayé, effectivement, de soutenir le pacte asile-immigration qui vient d'être adopté, qui, contrairement à ce que vous dites, va nous rendre beaucoup plus efficaces. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a enfin une vraie protection de la frontière extérieure de l'Union européenne, parce que c'est ça le sujet, le premier sujet. Éviter qu'il y ait une immigration clandestine qui arrive en Europe. On a un renforcement, et on propose un renforcement des gardes-côtes de Frontex. On aura maintenant la possibilité d'examiner les demandes d'asile à la frontière de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas avant. On aura désormais un enregistrement de toutes les personnes immigrées qui arrivent sur le territoire européen avec une base de données commune pour savoir d'où viennent les personnes et quand est-ce qu'elles sont arrivées en Europe et qu'elles ne puissent pas demander l'asile en France si elles l'ont déjà demandé ailleurs. Et on a effectivement une solidarité dans l'accueil. Mais cette solidarité, c'est pas la France, les villages français, comme vous le dites, qu'elle va concerner en premier lieu. C'est les pays qui aujourd'hui refusent d'accueillir des demandeurs d'asile, les pays de l'Est. Et vous vous rendez compte qu'on a réussi à les faire signer un accord où effectivement ils disent soit on en accueille, comme le fait la France, comme le fait l'Italie, comme le fait l'Espagne, soit on contribue financièrement aux mesures qui sont prises pour protéger la frontière extérieure. Vous proposez des mesures, je le dis sans queue ni tête, qui ne sont partagées par personne en Europe, notamment ce concept de double frontière qui me semble, je le dis, être une folie. Concept de double frontière, vous nous expliquez, on va remettre des contrôles pour tout le monde aux frontières de la France avec les autres pays européens. Réserver la libre circulation aux ressortissants européens. Double frontière, on voit que double frontière, vous faites ça veut dire sur un fantôme qui n'existe pas. Alors et encore une fois, c'est dommage pour vous parce que expliquez-nous ce que c'est la double frontière. Me reprocher des propositions qui ne sont pas les miennes. D'abord, la double frontière, c'était la question qui était posée. Je vais répondre. D'abord, je note dans votre déclaration que vous nous expliquez, somme toute, que vous avez les chiffres parmi les plus importants de l'immigration au niveau européen. J'ai dit que c'était toujours pas satisfaisant et qu'il y a des difficultés. D'accord. Et que maintenant, vous allez donc imposer les arrivées de migrants aux autres pays européens. Non. C'est comme l'endettement. Maintenant que vous avez endetté la France, vous voulez endetter l'Europe et aller encore plus loin dans l'endettement européen. Sur la double frontière, vous voulez vraiment pas nous répondre. Vous avez un projet qui est un projet extrémiste sur l'immigration. Sur la double frontière, vous voulez pas nous répondre. Et moi, le projet que je porte,
c'est celui de la fermeté et de la dissuasion. Je vais venir sur la double frontière. D'abord, vous dites, les mesures que je porte ne sont défendues par personne. C'est faux. Je défends premièrement le traitement des demandes d'asile, non pas sur le sol européen, mais dans les ambassades et consulats des pays de départ. Je ne veux plus que les demandes d'asile soient traitées sur le sol français parce que ça crée une immigration de fait accompli. Qui défend cette mesure? Le Danemark. Le Danemark qui s'est associé ces derniers jours, on l'a vu dans la presse, à une quinzaine d'autres pays européens qui, contrairement à vous, ne veulent plus accueillir une immigration supplémentaire avec l'ambition de se rassembler, Sur la de double se frontière, réunir, vous voulez vraiment pas nous en parler? y venir, et de traiter l'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ. Première idée. Deuxièmement, je défends cette double sécurité que vous défendez, que vous venez de mentionner. Double frontière, c'est écrit dans votre programme. Cette double frontière qui est pour moi une double sécurité. Alors, c'est quoi la double frontière? C'est quoi la double frontière? La double frontière, c'est d'abord le refoulement systématique des bateaux de migrants qui arrivent sur le sol européen. Aujourd'hui, dans les lois européennes que vous défendez, que vous soutenez, il y a inscrit noir sur blanc le principe de non-refoulement. Un clandestin arrive sur le sol européen, dans l'un des points d'entrée que l'on connaît et que l'on a parfaitement identifié. Il met le pied sur un pays dans un pays de l'Union européenne, nous sommes contraints de l'accueillir. Frontex, police de garde-frontière que vous mentionnez, aujourd'hui n'est pas une police de garde-frontière, c'est une hôtesse d'accueil pour migrants. Premièrement, je mets en sécurité les bateaux et je refoule dans les pays de départ. Deuxièmement, je souhaite que la libre circulation dans l'espace Schengen soit réservée aux seuls ressortissants européens. Je vous vois déjà bondir. Mais comment vous C'est faites? une idée. Pardon, hein. Comment vous faites? Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Vous allez contrôler tout le monde pour Schengen- savoir qui sont les ressortissants européens? Schengen est un projet européen. Mais Je veux que lorsque vous arrivez en Italie, je vous donne un exemple concret, que vous obtenez par exemple, vous êtes syrien, libyen, vous arrivez en Italie, en Suède, vous obtenez un titre de séjour, par exemple pour travailler. Je ne veux pas que ce titre de séjour vous donne un droit à circuler dans tous les pays de l'Union européenne. j'entends. Ça ne veut pas dire... J'ai quand entendu vous dites votre double argument. frontière, comment vous faites? Mais je vous réponds. attendez, parce que là, ça fait maintenant 3 minutes que vous parlez et vous répondez pas vraiment, je suis désolé, à la question que j'ai posée. Peut-être parce que j'allais y venir et que ça vous gêne. Comment vous faites pour contrôler tout le monde aux frontières terrestres de la France? Mais qui a Votre dit mesure, qu'on allait c'est une Pourquoi double vous êtes frontière. caricatural? Une double frontière, c'est ça? C'est pas parce que on a vous- un demi-million de Français qu'on appelle des travailleurs frontaliers qui tous les jours traversent en voiture les frontières de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, de l'Espagne pour aller travailler de l'autre côté de la frontière. Là, ce que vous expliquez, c'est comme on fait une double frontière, maintenant on va contrôler tout le monde pour vérifier si la personne du a tel tout. titre de séjour ou pas. Mais- alors comment vous contrôlez Attendez. les règles que vous êtes en train de dicter? Attendez, quand vous êtes à l'aéroport, d'accord? Il y a une file pour les membres de l'espace Schengen. Et donc on va faire autant la queue avec Et- notre voiture à la attendez, frontière et il y qu'à a une l'aéroport? file pour les extra-européens. Si vous êtes un extra-européen, vous ne pouvez pas passer par la file de circulation Schengen au contrôle terrestre. Et donc on va contrôler tout le monde. Mais on ne contrôle pas tout le monde. Vous Bah, savez, il existe ce qu'on si, appelle, parce que monsieur si vous Attal, prenez l'exemple de l'aéroport, tout le monde est quand même contrôlé. Donc Oui. ça veut dire que tous les Français qui nous regardent et le demi-million de Français qui travaillent dans un autre mais ça n'est pays pas voisin vrai, de l'Union vous mentez, européenne. et vous jouez sur les Mais peurs. attendez, vous Il y venez a ce de qui est- dire, il y a ce qui- juste ce qu'on si je peux appelle- aussi m'exprimer, Vous voulez pas que je vous réponde vous venez de dire, on va faire le même système qu'à l'aéroport, mais on va le faire aux frontières Non, terrestres pas de la du France tout. pour les Là, vous voitures. déformez parce que vous Bah, avez une idée en tête et vous voulez C'est pas me vous qui laisser avez cité répondre. cet exemple? Pour l'aéroport, au contrôle terrestre. Vous savez, il existe ce qu'on appelle le code Schengen. Et dans le code Schengen, vous savez qu'il existe la possibilité de rétablir des contrôles qui sont aléatoires. Ils sont qu'on pas a fait. systématiques. Ce qu'on a fait. Ils sont pas systématiques. Mais Moi, c'est je veux ce- les renforcer. mais c'est ce Et qu'on je a veux fait. les renforcer au point Mais de donc- passage. mais donc, Oui, pardon. mais la différence entre vous Et et donc moi, en fait là, c'est- juste en quelques secondes. voulez pas que je vous Non réponde mais en quelques secondes, on est passé dans le programme que vous présentez aux Français d'une double frontière où tout le monde va être contrôlé aux frontières terrestres de Je la n'ai France. jamais dit cela, monsieur on augmente Attal. un peu les contrôles aléatoires. J'ai une question à vous Madame, poser. je programme, prends un témoin. pardon, je n'ai jamais monsieur dit qu'on Bardella, allait contrôler enfin, avec un douanier par mètre quand les vous parlez de personnes qui double, arrivent sur le quand sol. vous Je parlez n'ai de- Question à jamais poser à dit ça. Gabriel Juste, je vais Attal. au bout, pardon, mais quand vous parlez de double frontière et que vous dites Vous parlez tout seul, une monsieur personne qui a l'asile, c'est ce que vous disiez, ne doit Oui. pas pouvoir venir en France. C'est un réarmement Mais juridique. comment est-ce que vous Avec vous, contrôlez il que entre- cette personne ne va pas venir en France? Comment vous le contrôlez Mais avec une vous, fois qu'elle est en Italie? mais c'est un Gabriel réarmement Attal. juridique avec vous. Et donc, ça n'est pas à la une frontière, double frontière. prenons un exemple. Ça n'est pas une double frontière. Entre la France et En l'Italie. fait, votre programme, c'est un banco. Non. C'est-à-dire, il y a Votre plein, programme il y a à plein de vous, c'est de faire promesses, rentrer il y a tout le plein de monde. promesses, mais quand Pas on le gratte, mien. il n'y a rien derrière. Monsieur Attal, votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde en France, pas le mien. Mais pas du Parce tout. que C'est ça, je votre considère projet. que Mais c'est pas du l'immigration tout notre et la projet. politique Je vous ai migratoire que expliqué vous menez justement comment- déstabilisent je vous ai aujourd'hui expliqué notre justement société. comment Donc, on allait être plus oui, il efficace y aura des renforts. à la Et vous savez, frontière de l'Union il européenne. existe un petit pays, un Avec des tout vrais petit garde-côtes pays. qui vont pouvoir contrôler, avec enfin un examen des
des demandes d'asile à la frontière de l'Union européenne pour qu'on puisse dire tout de suite à des gens qui n'ont pas vocation à être accueillis en Europe parce que ce n'est pas des combattants de la liberté, parce qu'ils ne sont pas persécutés, vous rentrez chez vous et on vous raccompagne. C'est ça. Sauf que nous, c'est un petit État en Europe, un tout petit État, vraiment un État minuscule qui s'appelle l'Allemagne. Et qu'a fait l'Allemagne ? L'Allemagne, entre la mi-octobre et la mi-novembre, a rétabli des contrôles aléatoires, pas systématiques avec un douanier par mètre. Ce sont des contrôles aléatoires. Je veux les renforcer. Mais c'est ce qu'on a fait. L'Allemagne a fait. Moi, je veux qu'on fait déjà en France. Et je vais vous dire, en un mois. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on peut le faire. Vous voulez pas me laisser répondre sur Et l'immigration ? moi, vous voulez pas me laisser poser une question ? 40% d'entrées illégales en moins par un renforcement des contrôles sur les points d'entrée. Ça veut pas dire qu'on va contrôler tout le monde. Évidemment que les travailleurs frontaliers par des mécanismes de facilitation on s'arrête là-dessus, il faut qu'on avance. Donc, l'Allemagne a fait il y a quelques mois des contrôles ce qu'on a fait en 2015. 2015. Depuis 2015, on le fait. Tous les 6 mois, on a justement une dérogation Schengen qui nous permet d'y arriver. On ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet, Gabriel Attal. On vient de réformer le code Schengen pour vous avez pouvoir parlé le faire avec les pendant 3 policiers ans. de la police aux frontières. Mais bien parce sûr, qu'aujourd'hui, la jurisprudence européenne, j'ai l'honneur d'être le ministre la des douanes, jurisprudence européenne, avec les CRS qui a été transposée avec par les le militaires de Conseil d'État, Sentinelle qui participent. la jurisprudence européenne, qui a été transposée par le Conseil d'État, empêche aujourd'hui les policiers de la police aux frontières de Menton de refouler les gens qui arrivent en France. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous organiserons un référendum sur la question de l'immigration pour faire rentrer dans la Constitution française tout le bouclier juridique, politique, administratif pour reprendre le contrôle, ce qui les rendra intouchables aux jurisprudences européennes et internationales. Je voudrais parler d'une autre immigration, si vous le voulez bien. Je voudrais parler de l'immigration légale. L'Europe vieillit, elle fait moins d'enfants. Il y a 42 professions en Europe qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Gabriel Attal, est-ce qu'il faut organiser une filière légale d'immigration pour pallier cette pénurie de main-d'œuvre ? D'abord, aujourd'hui, on a des titres de séjour qui sont donnés. Et on en a pour des raisons de travail. Vous parliez tout à l'heure des agriculteurs, moi j'ai beaucoup échangé avec eux. Dans leurs principales revendications, il y avait le fait de déclarer, de prendre un texte pour que l'agriculture soit classée métier en tension, pour qu'ils puissent plus facilement, effectivement, avoir recours à une main-d'œuvre étrangère. C'était une des premières demandes que m'ont faites les agriculteurs et leurs représentants. Et j'ai assumé de le faire. Mais de la même manière que vous échangez avec beaucoup de chefs d'entreprise sur notre territoire, ils vous le disent, ils ont besoin, en partie, d'une immigration pour travailler. D'ailleurs, je pense que vous-même, au fond, même si vous dites immigration zéro, je fais rentrer personne, au fond, vous devez le savoir. Vous avez adopté la loi immigration qui prévoit 10 000 régularisations. Votre amie Giorgia Meloni, qui a été élue en Italie en disant qu'il n'y aura plus d'immigration, elle vient d'annoncer 500 000 régularisations et titres de séjour pour du travail d'immigrés dans les années à venir en Italie. Donc, vous assumez ça, Jordan Bardella, de dire qu'il faut une immigration légale ? Le modèle, c'est Madame Meloni qui, en un an, a fait diminuer par 3 le nombre d'entrées légales. Alors, je dirais, moi, ça me va. Mais notamment je ne veux pas que cette immigration, que ce prétexte cet argument de l'immigration de travail soit un prétexte pour dissimuler une immigration de peuplement. Ça fait des années qu'on nous parle de ces 250 000 métiers en tension. Vous faites rentrer chaque année des dizaines de milliers de personnes sur des visas de travail qui restent dans notre pays. Donc, que ponctuellement, à ce moment-là, on ait des besoins. On fait comme la Suisse. On affecte des visas, secteur par secteur, et on le fait d'ailleurs. Parce que c'est rassurant que vous preniez des exemples de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je trouve ça très rassurant. Ah, vous savez, la Suisse se porte très bien, monsieur Attal. Non, mais elle n'est pas dans l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez comme modèle des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, après nous avoir dit qu'en fait, vous voulez rester dans l'Union européenne. Vous êtes de mauvaise foi, je vous ai parlé de l'Allemagne sur le contrôle aux frontières. L'Allemagne qui vient de faire un truc que nous, on fait. Malgré son nombre petit d'habitants, est un grand pays, la Suisse, qui fait du patriotisme économique et qui a fait le choix non pas de l'immigration de violence que vous avez soutenu, mais d'une immigration de croissance. Qu'on ait secteur par secteur des besoins de main-d'œuvre, c'est un fait que tous les patrons aujourd'hui s'accordent à reconnaître. Donc il faut organiser une immigration légale, une voie pour l'immigration légale. Moi, je veux à condition que les gens repartent. Au bout de 6 mois, ils viennent travailler, ils repartent. Ah bah, si la mission est terminée, ils repartent. Des visas, secteur par secteur. On l'a fait parce qu'avec le numerus clausus que vous avez soutenu dans le précédente majorité avec laquelle vous avez appartenu, on est contraint aujourd'hui d'aller chercher des médecins à l'étranger. Donc on a des besoins ponctuels. Mais juste, on a besoin d'une... Et je vais vous dire... Lorsqu'il y a eu le débat sur la loi immigration, qu'a dit le patronat ? Moi j'ai lu le communiqué commun. Je ne veux pas qu'on résume ce débat aux seuls besoins économiques. Moi, j'assume de le dire. Vous voulez plus d'immigration, c'est clair. Mais j'assume de dire que notre pays et notre Europe, elle s'est aussi construite avec de l'immigration. Et d'ailleurs, je crois que chacun d'entre nous, dans nos histoires personnelles et familiales, on est bien placé pour le dire et pour le savoir. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos règles soient respectées. Le sujet, c'est l'immigration clandestine. Et là, effectivement, je le dis, je l'assume, on n'y est pas. Et je pense qu'on y sera
grâce à l'Europe et grâce au pacte asile-immigration, qui est beaucoup plus sérieux que votre double frontière un peu fumeuse dont vous nous avez parlé, qu'on porte avec Valérie Ayé. C'est ça pour moi le sujet. Juste, on met en cause mes origines familiales tout en mentionnant les vôtres. J'ai dit que moi j'appartiens à une dans nos familles génération de gens issus de l'immigration, monsieur Attal, qui sans doute peut-être comme la vôtre, je ne sais pas, oui. Lorsqu'ils sont arrivés en France, concernant au début des années 60 d'Italie, l'ont fait avec une volonté d'aimer la France. C'est pareil pour mes ancêtres. Et si vous êtes devant, et la preuve, c'est que vous êtes ici ce soir et que vous êtes Premier ministre de la République française. Mais il y a beaucoup de ces Français d'origine, de cœur et d'esprit qui sont arrivés en France il y a très longtemps, qui ne comprennent pas aujourd'hui que l'effort exigeant de devenir français, d'apprendre le français, de respecter les institutions, de respecter la police, de respecter l'histoire de France, de participer au roman national, que les nouvelles générations soient dispensées de cet effort. Et vous ne vous rendez pas compte, je vous le dis très sincèrement, la loi et très qu'on a fait voter, que vous avez voté, justement renforce les exigences de la maîtrise du français, et des de conséquences respect des valeurs de la République. Politique d'immigration. Elle nous donne des possibilités d'expulser davantage des personnes qui ne respectent pas les valeurs de la République. Messieurs, il nous reste 10 minutes. Plus 30% d'éloignement forcé depuis le début de l'année grâce à notre loi. Ne vivez pas dans un rétroviseur. Franchement, vu tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, 77% pas très bien passé. des viols qui sont commis, des agressions sexuelles qui sont commises à Paris, tous les sont le immigrés fait sont des voleurs, des délinquants, des terroristes. 77% des agressions sexuelles qui sont commises à Paris. J'ai commencé mon intervention sur l'immigration avant même que vous le fassiez en disant oui, il y a des problèmes dans certains territoires et dans certains quartiers. Pas dans certains territoires. Il y a des problèmes, y compris de sécurité. Et c'est précisément à ça qu'on doit répondre. Mais on n'y répondra pas avec des propositions de double frontière dont vous nous avez nous-mêmes expliqué qu'en fait, elles n'allaient pas s'appliquer parce que je voudrais, messieurs, si vous le voulez bien, que nous évoquions les circonstances historiques de cette élection que vous avez rappelé en début d'émission. Parlons de l'Ukraine. L'une des autres promesses principales de l'Europe, c'était la paix. À l'heure où nous parlons, l'armée russe avance en Ukraine et fait des exercices de nucléaire tactique à la frontière avec l'Ukraine. L'Europe de la défense doit-elle aller jusqu'au partage de la dissuasion nucléaire, comme l'a suggéré le président? Cette question s'adresse à vous, Jordan Bardella. D'abord, on est peut-être là sur l'un des sujets les plus existentiels du moment et depuis 2 ans, en réalité, parce que ce qui est en jeu dans ce conflit, c'est à la fois notre sécurité géopolitique, territoriale, alimentaire, énergétique, et évidemment notre souveraineté. Je veux bien que vous répondiez à la question. Oui, laissez-moi peut-être rentrer dans le sujet. C'est une façon de rentrer dans le sujet. Bon. La défense européenne, la souveraineté française. Et c'est la raison pour laquelle je suis précisément opposé au projet d'Europe fédérale qui est le vôtre et à la suppression du droit de veto sur les sujets de défense et sur les sujets diplomatiques. On y revient. Parce que contrairement à vous, je pense que l'arme nucléaire doit rester française. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant dans la période qui est la nôtre. Sans doute, le risque d'escalade est majeur. Il n'y a sans doute pas eu de risque d'escalade nucléaire dans ces conditions et dans cette proportion depuis la crise des missiles à Cuba en 1962. Et moi, je ne me joue pas général en chef de l'Europe. Je pense que le rôle de la France est d'avoir une position équilibrée. Je trouve qu'Emmanuel Macron a jeté de l'huile sur le feu sur ce sujet. Clairement, sur la question, l'hypothèse d'envoyer des troupes en Ukraine. Il a par là inquiété beaucoup de nos concitoyens. Je suis opposé à cette mesure. Et il a mis en lumière, en réalité, les divisions du camp occidental parce qu'il s'est vu adresser une fin de non-recevoir par beaucoup de nos partenaires européens. Et donc je pense que ce sujet est extrêmement sérieux, qu'il nécessite de la hauteur, de la mesure, et qui probablement va être amené, évidemment, à perdurer. Gabriel Attal, le président de la République a divisé, a montré les divisions européennes. Sur la question dissuasion nucléaire, qui était la première question, je vous rassure, on a une constitution, elle n'a pas bougé, c'est pas l'objectif du président de la République. Il y a une personne qui a le doigt sur le bouton nucléaire et qui peut appuyer dessus, c'est le président de la République, le chef de l'État. Ce qu'a dit le président de la République, en revanche. Et en cela, il a rappelé quelque chose qui a été dit par beaucoup de chefs d'État avant lui, notamment par Jacques Chirac, en 2006, qui a dit la dissuasion nucléaire, c'est la France. Mais les intérêts vitaux de la France, c'est aussi l'Europe. Et ben moi, je me retrouve dans cette vision. Je vous parlais tout à l'heure de Jacques Delors. Je me retrouve aussi dans cette vision de l'Europe de Jacques Chirac. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec la guerre en Ukraine ? Vous souhaitez envoyer des troupes ? On est en train de voir avec la guerre en Ukraine une des démonstrations les plus éclatantes de pourquoi est-ce qu'il faut qu'on reste dans l'Europe et pourquoi on a de la chance d'être dans l'Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Français, quand ils voient ce qui se passe en Ukraine, dont le premier réflexe, c'est de se dire « ça ne peut pas nous arriver ». Ça ne peut pas nous arriver parce qu'eux, ils sont tout seuls. Et nous, on est 27. C'est pas forcément l'Europe qui les protège. Tout seuls. Mais justement, ils sont tout seuls, les Ukrainiens.
Nous, on a cette chance d'être en Europe qui nous protège. Oui, on assume de dire qu'il faut continuer à investir dans la défense européenne. Comment on investit dans la défense européenne ? Pardon, oui, non, vous pensez que dans l'Europe de l'Est, ils pensent que c'est l'Europe qui les protège ou ils pensent que c'est l'OTAN Je pense que c'est l'OTAN et l'Europe. Oui, dans Et cet je pense Donc ordre-là. vous voulez faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, vous l'assumez, avec les risques que l'on connaît pour nos agriculteurs non, mais notamment. On l'a assumé. De toute façon, vous, de la même manière, Mais c'est on clair. voit bien, vous, de toute avancez façon, masqué sur ce de toute sujet, façon, à mais- chaque fois que vous pouvez vous C'est clair. opposer à un soutien qu'on apporte à l'Ukraine, vous le faites. C'est À chaque faux. fois que vous pouvez éviter de soutenir l'Ukraine, C'est vous le faux. faites. Je Mais l'ai si fait c'est vrai, Jordan à des Bardella. dizaines de reprises au Parlement Arrêtez. européen. Encore. Mais vous êtes de mauvaise foi et c'est bien Encore dommage. il y a 2 mois, résolution au Parlement européen sur l'utilisation des avoirs, des revenus des avoirs russes qui ont été gelés. Vous ne l'avez pas voté. Vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté contre. Mais je vais vous dire pourquoi. On parle beaucoup des liens entre Marine Le Pen, le Rassemblement national et la Russie. Oh, vous êtes caricatural, Mais monsieur Attal. j'ai même pas encore parlé. Je vais vous Moi, dire je sais justement. très bien, mais vous êtes tellement Justement, prévisible. moi, je vais vous dire, la réalité, c'est que je ne crois pas que vous soyez particulièrement vous-même russophile ou fan de Poutine. La réalité, c'est que si vous avez ce lien avec la Russie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une alliance d'intérêts mutuels. Votre parti, celui de Madame Le Pen et de Jean-Marie Le Pen, avait besoin d'argent. La Russie avait besoin d'un parti en Europe pour affaiblir l'Europe de l'intérieur, justement pour pas qu'on soit Pas à capable de votre défendre niveau, monsieur l'Ukraine et ses plans. Et donc, ils vous ont financé, et depuis, vous avez beau avoir remboursé votre dette, vous avez un contrat moral avec eux. Ce qui fait que vous n'êtes pas libre de vos votes et de vos décisions au Parlement européen. Pourquoi vous n'avez pas voté la résolution qui apporte un soutien à Alexeï Navalny, qui croupissait dans les geôles russes et qui est décédé aujourd'hui? L'Union européenne de faire de la diplomatie. Mais pourquoi alors Si vous le- avez voté une résolution si votre de soutien projet- à Cuba? si Pourquoi vous avez votre voté une résolution projet- sur Cuba? Parce qu'ils sont communistes. Mais non, mais parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles. Cuba, c'est loin, ils sont petits, c'est pas grave, on peut voter une résolution. La Russie, qui nous a financés, Monsieur Attal, on ne vote pas de redressez-vous, résolution pour monsieur dénoncer Attal. leur C'est pas de comportement. votre niveau. C'est pas du niveau Mais du Premier ministre de la France. Je veux dire, le rôle du d'avoir Premier des ministre de la arguments qui France, sont c'est de défendre la souveraineté aussi de notre pays et de sous l'Europe. la ceinture. Je vais vous dire, monsieur Attal. Et après, on viendra peut-être sur la question de la défense, parce que je pense On y qu'au-delà est, d'abord on y est. des caricatures, je vais peut-être répondre d'ailleurs à C'est pas des cela, et après caricatures, on c'est parlera, on fera de la popole. Mais C'est pas moi, de la je pense que popole, c'est l'enjeu ça, Bardella, vous Allez-y, rendez peut-être cette répondez à ce qui a élection, été dit. C'est- vous l'enjeu voulez de pas cette répondre sur élection, ces c'est de votes, vous voyez, vous reconquérir changez notre toujours de autonomie sujet. stratégique. Je vais vous dire, ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Ouais, pour le Pouvez-vous faire me changer de rappeler- plan. On assume, je vais vous faire un scoop, il est même allé Pourquoi à Moscou. Ça vous gêne Il Je est vous ai même allé pas à Moscou interrompu, pour je pense que le négocier sujet avec est lui. très grave. Pouvez me rappeler, monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous, Mais vous savez c'est la pourquoi France. je peux répondre sur ces 2 points? Vous continuez aujourd'hui... Je peux répondre? Non, vous continuez aujourd'hui d'importer. Vous répondrez avez après. infligé des sanctions énergétiques très dures que j'ai combattues parce que je considérais que les sanctions énergétiques contre la Russie, qui permettaient à la Russie de vendre moins de pétrole mais de le vendre plus cher, que nous continuons à acheter lorsqu'il transite évidemment par les Émirats ou par l'Inde notamment, étaient des sanctions contre le peuple français. Donc j'assume Fondez mon le gaz vote. et le pétrole. En revanche, j'ai au Parlement européen toujours été très clair et toujours condamné, sans la moindre ambiguïté, l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui est aujourd'hui une menace multidimensionnelle. Moi, je me souviens du n'avez pas président de la voté. République, en août 2019, qui a déclaré que dans cette recomposition qui est la nôtre, je crois que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie, Oui. et la France y jouera tout son rôle. Et il ajoute même, parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. Mais je vous Y confirme. a-t-il eu une naïveté collective à Et- l'égard de Vladimir Poutine? La réponse est oui. La seule différence entre vous et moi, monsieur Attal, c'est que moi je suis honnête à l'égard des Français. Et Ah que bon quand j'ai commis une erreur, je le dis aux Français les yeux dans les yeux. Et je n'essaie pas de les manipuler. Je n'essaie pas d'être dans la duplicité. Y a-t-il eu une naïveté à l'égard de Vladimir Poutine, à l'égard des intentions de Vladimir Poutine? La réponse est oui. Une Mais naïveté ce qui de vaut votre pour part, de moi, votre parti, c'est de ça que la vous voulez part dire? de tout le monde. De ma part, mais aussi de la vôtre. D'accord. Parce que lorsque Moi, vous je suis pas recevez allé. Vladimir Moi, je suis pas allé. Poutine Je suis pas allé sur votre au lieu de Kremlin vacances, pour les féliciter de l'annexion Monsieur de la Macron y est Crimée. allé. Je suis pas allé les il a féliciter même pour l'annexion de la fêté Crimée la en Coupe du 2014. Monde Mais je dans vais les vous- vestiaires de je vais l'équipe vous- de Allez, France. Gabriel Ça vous a Attal, pas vous avez un peu dérangé, de la retard de Crimée, à temps ce de parole, moment-là, allez-y. monsieur Attal? Je vais vous donner un Vous voyez scoop. bien que cet argument Répondez. ne tient pas. Redressons Jordan un Bardella, peu le je niveau comprends que vous soyez- de ce débat. Je comprends que vous soyez très mal à l'aise. Je vais Non, vous je donner suis un pas mal scoop. à l'aise. Je trouve que le débat est petit et que le Mais vrai non, sujet, c'est un débat qui est c'est majeur. comment est-ce qu'on Comment vous pouvez reconquérit dire que le débat sur aujourd'hui l'Ukraine et la notre Russie est un indépendance? petit débat? C'est un sujet
qui est majeur. Non, vous pouvez la pas dire que popole c'est un que vous petit faites débat. est un petit Mais c'est débat, pas de la monsieur popole, Attal. c'est la clarification. Vous avez des du mal à positions des épouser uns et votre des autres. costume de Premier ministre, et je trouve que c'est bien Malheureusement, ce que je dis vous dérange et donc vous cherchez Pas à du m'empêcher tout. de parler. Je vous ai répondu. Alors laissez-moi parler. Je vais vous faire un scoop. Non seulement Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine au début de son mandat, mais il est même allé à Moscou, jusqu'au bout, quelques jours avant le déclenchement de la guerre, pour le faire changer ses plans. Mais le président de la République, contrairement à Marine Le Pen, n'est pas allé en Russie au Kremlin pour les féliciter et légitimer l'annexion de la Crimée comme elle l'a fait. C'est pas de la naïveté d'avoir fait ça, c'est de la compromission. Et vous dites, on a changé d'avis, on a fait une erreur. Pourquoi, il y a 2 mois, février 2024, sur l'utilisation des avoirs russes qui sont gelés en Europe, pourquoi vous ne l'avez pas voté, cette résolution ? Encore une fois, je le dis, parce que vous êtes tenu par ce contrat moral. Et c'est pas un petit débat. Vous savez pourquoi vous êtes C'est un de débat mauvaise qui foi ? est majeur. Parce que cette proposition, et c'est dommage pour vous, je l'ai formulée au président de la République, les yeux dans les yeux, lorsqu'il a reçu les chefs de l'opposition il y a quelques semaines. Donc quand vous êtes dans une salle fermée, vous pouvez le dire, mais quand il y a un vote public et ce qui est triste, vu par la Russie, Monsieur Attal, vous pouvez pas c'est le que faire. vous étiez présent et que vous m'aviez entendu de manière très claire Mais pourquoi vous condamner n'avez pas voté ? l'agression de l'Ukraine sur la Russie et formuler cette proposition. Pourquoi vous ne votez pas alors les mesures ? Parce que je pense que le rôle de l'Union européenne n'est pas diplomatique. Vous voyez, et la réalité, c'est que si l'Europe, diplomatiques, sur Cuba, sur d'autres sujets, c'est que vous si votez les l'Europe de résolutions. Macron et que le projet que vous portez existait, nous aurions une armée européenne. Le droit de veto serait supprimé. Nous serions contraints de Mais partager notre arme nucléaire et nous serions en Alors, guerre pas du tout contre notre la projet. Russie. La différence entre vous et moi, Monsieur Attal, c'est que je n'utilise pas la guerre pour Mais- faire ma campagne électorale. Vous avez passé toute Jordan votre campagne Bardella, électorale vous- à Mais instrumentaliser pas du tout. le Pas du tout. cimetière ouvert qui est Vous en avez dit train vous-même que de c'était un devenir sujet l'Ukraine fondamental pour faire votre pour les années à campagne venir. électorale. Vous avez Et dit sans vous-même doute que est-ce c'était là un la sujet raison fondamental pour les pour années à laquelle venir, vous êtes pour les Français très et bas les dans les Européens. sondages. Nous arrivons au savoir terme de comment ce on va débat. faire pour Le continuer, vrai à, sujet, continuer à soutenir je vais vous l'Ukraine. dire, Nous arrivons au terme de ce débat. Je Vous avez rassure, évoqué. je vous rassure, on n'est pas pour le partage de notre dissuasion, on n'est Oui. pas pour la création d'une armée Si vous l'êtes, européenne. quand Mais vous avez non, voté le pas du rapport tout. Verhofstadt, donc vous dites Mais quelque arrêtez de chose à revenir Paris, toujours à ce vous votez rapport autre chose à Verhofstadt, Bruxelles, et Jordan vous avez un Bardella. projet caché. Mais S'il vous êtes vous contre plaît, que des messieurs, armées s'il vous européennes plaît, puissent nous arrivons au intervenir terme de ce ensemble débat. Vous avez le fédéralisme Vous honteux, êtes Monsieur contre On ne Attal. fait pas le que des début armées du européennes débat, puissent s'il vous plaît, intervenir s'il vous plaît, ensemble. Gabriel Attal. Nous arrivons au terme de ce C'est débat. dommage Vous parce qu'on avez n'a pas évoqué tout à l'heure. évoqué, en fait, le cœur du sujet. On Et a notre évoqué la capacité de dissuasion défense. nucléaire, on a évoqué l'Europe de la Le défense. sujet, c'est la annexe. défense. Et La le guerre en sujet, Ukraine si est vous un voulez sujet bien. annexe. Vous avez J'ai une raison. question à vous poser. Vous avez tout à l'heure évoqué le mot de popole. On ne va pas faire de la popole. Je voudrais malgré tout vous poser une question à l'un et à l'autre avant d'avoir un mot de conclusion. Ces élections européennes, Gabriel Attal, doivent-elles avoir des conséquences nationales, sur la vie politique nationale? Ça vous fait sourire parce que la personne que vous avez en face de vous considère que s'il arrive en tête le 9 juin prochain, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et donc éventuellement prendre votre place. Bon, c'est vrai que Jordan Bardella passe son temps à expliquer qu'il a déjà gagné. Ce n'est pas vrai. Bon, si, vous passez votre temps à dire quand j'aurai gagné, je ferai ça. Bon, Vous moi je pense qu'il y a prêtez des juste, propos depuis le début de il y a cette juste émission une que je n'ai jamais élection, un tenus. vote et des Français qui se prononceront le 9 juin. Ensuite, vous savez comment fonctionnent nos institutions. C'est le président de la République qui prend des décisions. Je crois qu'il s'est exprimé sur ce sujet-là, qu'il a rappelé que c'est une élection qui est avant tout une élection européenne. Jordan Bardella, pourquoi est-ce qu'il parle de ces sujets-là et de la dissolution? Je constate d'ailleurs que vous passez votre temps à parler d'une assemblée où vous n'êtes pas élu, plutôt que de passer du temps dans l'assemblée où vous êtes élu, c'est-à-dire le Parlement européen. Mais pourquoi il met ça en avant? Parce que Jordan Bardella, son souhait, c'est qu'on ne parle pas d'Europe. On l'a vu, vous cherchez toujours à ramener les sujets sur le national. Parce que la réalité, c'est que vous n'aimez pas l'Europe. Vous la détestez. Vous voulez à la fin qu'on en sorte. Et je pense qu'on a vu sur un certain nombre de sujets tout. à quel point vous êtes en contradiction avec les projets de l'Europe. Donc cette élection, c'est une élection européenne. Et je pense Donc que... il n'y aura pas de leçon. Mais encore une de fois, politique je vous ai, nationale à vous ai tirer. répondu sur ce sujet-là. Bon. Un mot de conclusion. Vous avez 35 ans, Gabriel Attal. Jordan Bardella, vous avez 28 ans. Vous êtes les deux responsables politiques préférés des jeunes Français. Donc pour terminer cette émission, je voudrais que l'un puis l'autre, vous leur donniez ce soir une bonne raison d'aller voter le 9 juin. C'est vous qui commencez, Jordan Bardella. Je veux dire à la jeunesse française que si ce n'est pas elle qui reprend son destin en main, alors personne ne va le faire à sa place. Voilà. Vous avez rappelé nos jeunes âges, et je pense qu'on porte aussi les défis et les espoirs d'une génération, qui est une génération qui est touchée par la crainte du lendemain, par l'insécurité qui se multiplie aujourd'hui partout dans le pays, par la crainte de ne pas trouver, une fois les diplômes obtenus ou les courtes études, la possibilité de vivre, de travailler au pays et de trouver en fait l'opportunité de réaliser ses rêves en France. Moi, je me bats pour tous les Français et je veux m'adresser ce soir
en mot de conclusion, à tous les Français qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état du pays. Et je veux leur dire, allez voter. Voilà, allez voter. Ne vous désintéressez pas des élections. Évidemment, allez voter pour le Rassemblement national. Mais je pense que c'est important que les Français se mobilisent parce que cette élection, et c'est peut-être l'un des points d'accord que nous avons avec Gabriel Attal ce soir, c'est peut-être l'une des élections européennes les plus importantes. Et moi, j'assume. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez choisi d'engager votre responsabilité dans cette campagne. Vous avez été en fait à la fois le pyromane, puisque vous êtes le porte-parole du bilan d'Emmanuel Macron et en même temps le pompier qui venait au secours de votre candidate. Mais je pense qu'il faudra aussi en tirer les conclusions si la liste que je conduis arrive en tête le 9 juin prochain. Gabriel Attal. Vous me demandez ce que je dis aux jeunes. Ouais. Je leur dirais de choisir le 9 juin un vote qui est responsable et un vote surtout d'espoir. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes aujourd'hui ? Ils veulent pouvoir trouver un travail, et si possible un travail qui leur plaît. On a vu avec la proposition de Jordan Bardella tout à l'heure sur le marché unique que les emplois ils vont se raréfier en France si jamais son programme venait à être appliqué, si l'Europe venait à être bloquée, parce qu'on a besoin du marché unique. Et on a compris tout à l'heure que nos entreprises ne pourraient plus gagner des contrats publics dans d'autres pays européens. Donc il faut qu'ils puissent avoir un emploi, et c'est l'Union européenne qui le permet. Ensuite, ils veulent pouvoir vivre dans un environnement respirable. On a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas d'ambition écologique. Il n'y a que des oppositions à toutes les mesures qui vont nous permettre de réduire nos émissions de CO2. Ils veulent une Europe qui investit dans des secteurs d'avenir. Moi, je crois qu'on peut être les champions de l'intelligence artificielle, du quantique, des supercalculateurs, des batteries électriques. Et c'est ce qu'on propose avec Valérie Ayé, avec ce plan de 1 000 milliards d'investissements dans les technologies d'avenir et les technologies vertes. Et puis les jeunes, ils sont attachés aux libertés. Et moi, je crois que le rôle de l'Europe, c'est aussi de défendre nos valeurs. On est la France des Lumières, on doit être l'Europe des Lumières. Moi, je suis favorable, avec Valérie Ayé, c'est dans notre programme, à ce qu'on inscrive l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte européenne des droits fondamentaux, comme on l'a fait dans notre Constitution. Le Rassemblement national au Parlement européen a voté contre la défense de l'avortement. Il a voté contre les mesures de lutte contre les discriminations qui touchent les LGBT. 30 secondes pour finir. Et donc, je le dis ici, la liste qui propose... Non, Jordan Bardella, la liste qui propose de soutenir notre pays, dans le cadre d'une Europe qui est plus forte, de répondre aux vrais défis qu'attendent les jeunes et qui permet de défendre des valeurs, parce que c'est aussi pour ça qu'on se bat. Et c'est aussi, je crois, le cœur de nos convictions. C'est la liste de Valérie Ayé et je vous appelle à aller la voter le 9 juin. Merci, messieurs. Merci d'avoir accepté de débattre sur le service public ce soir. Tout de suite, la soirée se poursuit. Une deuxième partie de notre émission. 4 têtes de liste ce soir. Ils vont se succéder pour répondre, au fond, à la question que nous avons posée ce soir. Faut-il plus ou moins d'Europe ?